L'ouest de l'île Maurice est un monde à part. Ici, l'océan change de visage, plus large, plus ouvert, plus puissant. Les récifs sont sculptés par la houle du sud, tombant plonge dans un bleu presque infini, et les journées sont rythmées par le souffle délicat du vent et le passage discret des dauphins. La lumière, elle aussi, raconte quelque chose. Dorée le matin, brûlante à midi, puis orangée le soir quand le soleil disparaît derrière l'horizon. C'est une côte où l'on sent la force de la mer et où chaque plongée peut révéler une surprise. Et aujourd'hui, pour en parler, j'ai l'immense chance d'échanger avec Christophe Pellissier, responsable du centre de plongée Abyss, unanimement reconnu comme l'un des instructeurs les plus fiables et respectés de Maurice. Son nom est associé à la maîtrise, à la sécurité, à la sérénité, à la transmission, mais aussi à une histoire familiale exceptionnelle. Car derrière Christophe, il y a une mémoire, un héritage, une figure qui revient dans toutes les discussions quand on évoque la plongée à Maurice. Son père, Daniel Pellissier, pionnier, explorateur, passionné et véritable bâtisseur de la connaissance sous-marine de l'île. Avec Christophe, on va explorer non seulement l'ouest mauricien, mais aussi une philosophie, une vision de la mer qui traverse les générations. Christophe, merci de m'avoir accordé ce temps et bienvenue dans Narcose. Merci. Pour entrer en matière, je te propose qu'on commence par situer le lieu, l'endroit où on est. D'abord le local, et puis plus largement la région, la zone. Allez, ça marche. Donc, on est à Flic-en-Flac. Donc, Flic-en-Flac, c'est la côte ouest de l'île. Le local, il est juxtaposé en fait à la maison de mes parents. Donc, c'est une maison qui existe depuis 1980. Et donc, moi, j'ai ouvert les activités, on va dire officiellement, en 1996. Donc, depuis 1996, on a construit un petit peu ce petit endroit-là. Alors, il a un petit peu évolué depuis. Ce que vous voyez là en ce moment, c'est les dernières modifications qu'on a eues après Covid. Ok. Donc, effectivement, cette partie-là n'existait pas, par exemple. On n'avait pas de local pour garder les affaires des clients. Toute la partie bois a été rajoutée récemment, la toiture a été refaite et tout. C'était un petit peu plus roots avant, on va dire. C'est un peu plus clean maintenant. Voilà. Trop bien. Mais ouais, ce que je retiens moi de l'endroit, c'est que c'est vrai que comme tu l'as dit, c'est juste apposé à la maison de tes parents. Et on sent vraiment l'ambiance familiale. C'est un endroit qui est cocooning. On n'est pas dans un centre de plongée hyper commercial. C'est vraiment Non. bonne ambiance, on se sent bien. Et tout est bien pensé aussi pour le plongeur. Est-ce qu'on peut maintenant s'arrêter un peu plus sur l'ouest de Maurice? Comment tu le décrirais, à la fois sur terre et sous l'eau? Alors, l'ouest de Maurice. Je vais me résumer à Flic-en-Flac en fait, hein. Ouais. Flic-en-Flac, c'est un petit peu un cul-de-sac. C'est-à-dire que toutes les personnes qui arrivent sur Flic-en-Flac, il n'y a pas de route qui permette de sortir. Donc, quand ils arrivent là, c'est un peu la grande plage. Il y a beaucoup de populations mauriciennes qui viennent ici les week-ends. C'est assez chargé. Il y a pas mal de monde. Donc, sachant qu'il y a une culture hindoue assez importante sur l'île Maurice, pour eux, la mer représente beaucoup le Gange en Inde, etc. Donc il y a beaucoup de prières qui viennent se faire au bord de la mer. C'est un lieu important et puis c'est une plage qui est plutôt sympa, donc il y a beaucoup de personnes qui viennent là. Donc ça devient de plus en plus touristique maintenant. Il y a, autant que je sache, 5000 personnes qui habitent sur Flic-en-Flac et puis au-delà de ça, il y a les hôtels. Donc il y en a toute une série assez importante, et puis des gros hôtels, des hôtels de 5 étoiles. Donc pas mal de population au final. Maintenant sur la partie sous-marine, pour moi, Flic-en-Flac, c'est une de mes régions préférées. Alors, j'ai plongé un petit peu partout sur l'île. Et si on regarde un petit peu sur une carte marine de l'île Maurice, on se rend compte en fait sur les niveaux de profondeur qu'à côté de Flic-en-Flac et à côté de la côte du Grand Sud également, c'est les deux endroits sur l'île Maurice où ça tombe très très rapidement, Ouais. proche du bord. Donc on a une formation rocheuse volcanique, c'est l'origine de l'île, qui est un petit peu en escalier sous l'eau. Donc on a des plateaux à 15 mètres et puis boum, ça tombe à 30 mètres. Et puis on a un autre plateau à 45 mètres et boum, ça retombe à 60, etc. Donc on a cette chance en fait d'avoir des plongées à relief qui sont extraordinaires. On a des plongées profondes qui sont faciles d'accès parce qu'il ne faut pas aller loin pour pouvoir les atteindre. Il ne faut pas oublier que le centre de plongée s'appelle Abyss. Et on a une variété de poissons qui est quand même extraordinaire. Donc on a malheureusement le corail n'est pas en super bonne santé en globalité, je dirais, sur presque toute l'île, à part sur la région nord. Mais du beau corail, on en a quand même sur Flic-en-Flac. Il faut juste descendre un petit peu. C'est à partir de 40-45 mètres, on commence à avoir des trucs vraiment sympas. On va dire que même en plongée loisir, si t'as pas le beau corail, c'est compensé par les formations rocheuses, la géologie du site et la densité de poissons et la variété de poissons qui compense pas mal aussi. La diversité des poissons, ça compte vraiment énormément. Trop bien. Tu nous as parlé que pour les hindous, l'océan était vachement important, représentait plein de choses.
Est-ce que tu pourrais nous dire, pour toi, qu'est-ce que représente l'océan aujourd'hui? Alors, l'océan pour moi, ça représente vraiment un monde tout à fait différent. J'ai l'impression de vivre 2 vies, vraiment différentes. J'ai ma vie sur terre avec mon épouse, avec mes enfants, avec, tous les problèmes que les gens peuvent avoir sur terre tous les jours. Et puis j'ai ma vie dans l'eau. Voilà, je fais, une bascule arrière, je rentre dans l'eau et puis j'oublie tout. Là, à ce moment-là, il n'y a plus rien d'autre qui existe. J'ai cette faculté à arriver à totalement me détacher de tout le reste quand je suis dans l'eau. Donc la seule chose qui devient importante quand j'ai du monde avec moi, bien entendu, j'ai beaucoup mis l'emphase sur la sécurité, donc je suis très attentif aux plongeurs qui sont avec moi. Mais à partir du moment où je suis avec ces plongeurs-là dans l'eau, eh ben, je vais leur montrer tout ce que je sais, tout ce que je peux, et il n'y a plus rien d'autre qui compte, quoi. Si j'ai des problèmes, ils sont tout de suite oubliés. Pour moi, c'est un monde qui est vraiment magnifique. Je me sens, à la limite, j'ai envie de dire, plus à l'aise dans l'eau que sur terre. Euh, je conçois pas de vivre dans un endroit où il y aurait pas ça. Trop bien, exceptionnel. Et ton premier souvenir de plongée, ce serait quoi? Ma première plongée. Ouais. T'en rappelles? Oui, je me rappelle. Alors j'avais 9 ans. Euh, c'est assez marrant parce que mon père était moniteur de plongée et il a jamais voulu me forcer à quoi que ce soit. Donc on avait une amie qui gérait le centre de plongée de l'hôtel Villa Caroline à l'époque, donc il y a très longtemps, et qui était une amie de la famille. Donc un jour, elle a fait le baptême d'un petit garçon qui avait 6 ans, avec lequel je jouais, il était là en vacances et tout. Et elle m'a proposé, elle m'a dit, mais est-ce que tu veux venir regarder? Donc moi j'ai dit ok. Donc à l'époque, il faisait des baptêmes dans la piscine de l'hôtel La Pirogue. Donc j'y suis allé. Le gamin de 6 ans, il a plongé. Et donc juste après, elle est ressortie de l'eau et elle m'a dit, ben, il reste de l'air dans la bouteille, est-ce que tu veux essayer? Alors moi j'ai dit oui. Donc elle m'a mis la bouteille sur le dos. Et alors bon, on est dans les années 80, donc quand j'avais 9 ans, c'est 1984. Donc ben, je suis parti tout seul dans la piscine jusqu'à ce que la bouteille soit vide. Et je suis revenu et j'ai sorti le détendeur de l'eau en lui disant c'est cassé, ça marche plus. Donc en fait, il y avait juste plus d'air dans la bouteille. Et donc ensuite, on est rentré ici et elle est venue voir mon père et elle a dit bah, ça y est, ton fils plonge. Voilà. Donc ça, c'était vraiment la première expérience dans une piscine. Après, la première plongée en mer, c'est avec mon père que je l'ai faite. Et là, c'était dans des conditions encore très particulières parce que mon père était multitâche, on va dire. Et il avait décidé de renflouer une ancre d'une épave antique qui existait à une pointe à Rivière-Noire. Donc, ça s'appelle la pointe Harmonie. Donc, c'était dans 5 mètres de profondeur. On est descendu. Et en fait, l'objectif, c'était vraiment de descendre avec des gros parachutes, d'attacher ça autour de l'ancre et de la faire remonter. Donc, en fait, ma première plongée, c'était pas forcément une plongée comme tout le monde l'entend, de juste aller voir des petits poissons et tout. C'était un truc vraiment super technique où il fallait attacher les gros parachutes et faire remonter un truc qui était super lourd. Ok. Mais ouais, Voilà. malgré tout, une histoire forte avec la plongée, parce que comme tu l'as dit, ton père est grand plongeur, et on aurait pu penser que ta première plongée et l'histoire aurait été, enfin, logique que tu le suives directement, mais tu découvres ça dans une piscine, et instinctivement, tu es attiré par ça et tu vides la bouteille. Donc, C'est ça. c'est vraiment un instinct qui te ramène à l'océan, à la mer, et au plaisir d'être sous l'eau, surtout, plus que la mer encore, Tout à parce que la fait, ouais. piscine, tu comptes les carreaux, quoi. Mais la sensation reste la même. C'est Trop ça. bien. On a vu aujourd'hui, on a plongé ensemble, tu as quand même une relation assez particulière avec les animaux. Tu, tu les connais sur le bout des doigts, tu connais la différence entre toutes les rascasses et tout, alors que c'est rare une connaissance pareille aujourd'hui, surtout pour un instructeur de plongée. Est-ce que tu en aurais un préféré? De poissons. Ouais, de poisson. Alors j'ai des poissons préférés, mais que j'ai vus dans les bouquins. Ok. Donc des poissons préférés qui sont juste beaux, qui sont magnifiques et puis qui symbolisent certaines choses pour moi. Je suis un grand fan de dragons. Donc il y a un hippocampe dragon qui existe dans les livres. Il n'existe pas à l'île Maurice malheureusement. Donc voilà, je n'ai jamais vu de ma vie et je donnerais beaucoup pour arriver à en voir un jour. Il y a également un petit goby, un poisson mandarin en fait, qui s'appelle Synchiropus splendidus. Et donc Splendidus, bah, il est splendide en fait ce poisson, il est vert avec du bleu, du rouge, etc. dessus. Donc il est super beau, mais ces 2 poissons-là, je les ai vus que dans des livres. Et sinon, localement, je pense que mon poisson préféré, c'est le rhinopias que je vous ai montré ce matin. Trop bien. Ok. Donc, Mais ouais, donc plutôt sur le macro. voilà, c'est belle. j'aime bien cette rascasse-là, elle est juste magnifique, quoi. Ok, trop bien. On a parlé de poissons.
et de plongée aussi à Maurice. On peut clairement pas parler de plongée à Maurice sans parler de lui, de ton père, Daniel Pellissier. Je suis arrivé à Maurice il y a 3 mois dans un centre de plongée, on en a parlé. Je suis allé dans un centre de plongée, on en a parlé. C'est un nom qui revient dans toutes les conversations ici. C'est un homme qui a clairement marqué l'histoire de la plongée à Maurice et même plus largement au niveau des Mascareignes. Un explorateur infatigable, plongeur profond, surtout à une époque où c'était pas encore très Ouais. accessible. Collectionneur de connaissances, découvreur d'espèces aussi. Il y a plein de poissons qui portent son nom aujourd'hui. Son héritage, il est quand même assez grand. Est-ce qu'on peut prendre un petit moment pour parler de lui, etc. Oui, bien sûr. Est-ce que déjà tu peux nous le présenter parce que je pense que tu le connais mieux que personne. Alors mon père, c'était un personnage vraiment particulier. Donc, une grosse famille, il a 7 frères et sœurs. Hem, Sa mère, enseignante, à l'école, catholique, on va dire. Et puis lui, ben, quand il a 9 ans, il fait un accident assez grave. Il se tient derrière un camion qui recule sur un portail et il se fait, transpercer l'épaule et le crâne par 2 vis qui étaient sur le portail, donc il manque de mourir. Il est sauvé in extremis et on lui interdit tout sport pour tout le reste de sa vie et y compris mettre sa tête sous l'eau, même sous une douche. Voilà. Et donc, quand il a 18 ans, il décide de s'intéresser un peu au vélo et il veut aller faire du vélo et les médecins lui disent: «Mais vous êtes fou, vous y avez pas droit». Donc il s'en va à l'île de la Réunion, on lui fait un diagnostic en lui disant: «Mais c'est quoi que vous avez sur le crâne là?» Et donc il parle de son accident. On lui fait plein de tests à l'île de la Réunion, on lui dit: «Mais vous pouvez reprendre le sport normalement». Donc il commence à faire du vélo, il fait sa première course, il devient champion de Maurice et il est champion de Maurice, 11 fois. Ah oui, ok. Donc ensuite, en parallèle de ça, ben, il travaille dans une propriété sucrière. Donc à cause de son problème, il a arrêté sa scolarité, donc il a été mis en vie active assez, rapidement et hem et il se retrouve donc sur cette propriété sucrière et pour arrondir ses fins de mois, il fait de la chasse sous-marine et en fait, en faisant de la chasse sous-marine, bah, il est très bon en apnée, il descend à plus de 40 mètres. Donc il est sélectionné un jour pour aller faire un concours de chasse sous-marine. Son boulot l'empêche d'y aller en lui disant: «Bah, si tu y vas, tu perds ton boulot». Et il dit: «Ben, je m'en fiche, je démissionne et j'y vais». Et finalement, le concours de pêche sous-marine, et d'apnée, pardon, est annulé parce que il y avait un groupe, c'était apnée et chasse sous-marine. Il y avait des Italiens qui voulaient venir avec des fusils à pompe et à l'époque, ils avaient interdit les fusils à pompe et du coup, ils ont annulé la compétition. Donc il s'est retrouvé sans boulot et donc a continué la chasse sous-marine pour gagner sa vie. Et un jour, il a rencontré, ben, une personne qui faisait la pêche de poissons d'aquarium et qui lui a dit: «Ben, écoute, bon voilà, est-ce que tu pourrais m'aider pour ça?» Donc il a été passer ses 1ers brevets de plongée au MUG, le Mauritius Underwater Group, qui était le premier club, qui existait sur l'île Maurice, à l'époque. Il a fait partie des pionniers, de la plongée, donc il faisait partie vraiment des premiers plongeurs. Donc c'était une équipe de Français qui était venue pour faire la formation à l'époque. Donc il avait passé l'équivalent d'un niveau 4, donc et le plus haut niveau de plongeur. Et donc après ça, bah, il a commencé à pêcher pour, ce gars qui l'avait embauché. Donc il a commencé à pêcher des poissons d'aquarium. Donc l'île Maurice était pile dans une époque où, les ichtyologues, qui sont les spécialistes des poissons, ont commencé à débarquer sur l'île pour se dire: «Ben, on va chercher les nouveaux poissons qui existent sur l'île», puisqu'il n'y a pas d'ichtyologue local. Donc il y a eu Jack Randall qui est, une personne, assez connue, mais il est décédé, récemment, qui était un des plus connus en ichthyologie. Il venait d'Australie et il a débarqué à l'île Maurice pour dire: «Ben voilà, on vient chercher les poissons et en gros, je cherche un hôtel». Et mon père lui a dit: «C'est hors de question, tu vas pas à l'hôtel, tu viens à la maison». Donc Jack Randall a débarqué ici et en gros, il a appris sur le tas avec Jack Randall à identifier les poissons, à les reconnaître. Et quand ce monsieur Randall est parti, il a découvert derrière lui encore une quinzaine d'espèces qui avaient totalement échappé à l'œil du scientifique, dont 3 sont aujourd'hui nommées, après lui. Voilà. Exceptionnel. Donc il a continué ensuite, en freelance, donc il a travaillé pour, un gars qui s'appelait Polo Geoffrey et il a, il s'est mis à son compte en 1982, où là, il a fait que ça, que de la pêche de poissons d'aquarium en bouteille. Il était le premier à avoir ce permis, donc il était un pionnier, sachant que la chasse sous-marine était interdite à l'île Maurice. Et ben ça comprenait aussi de chasser des poissons avec un filet, comme il le faisait. Et en gros, la loi mauricienne disait qu'on ne pouvait pas enlever un permis à un pionnier. Donc en fait, ça a été interdit pour tout le monde, sauf pour lui. Et il a continué de faire ça jusqu'à la fin de sa vie. Ok, mais ouais, vraiment une histoire Voilà. qui de base n'était pas du tout prévue suite à son accident. Ouais. Exceptionnel. Mais c'est vrai que, enfin, moi, ça m'a marqué et c'est pour ça que je t'ai contacté derrière, parce que le nom Pélissier,
dès que j'allais quelque part dans le monde de la plongée, même des gens, enfin des centres qui ne sont pas gérés par des Mauriciens ou quoi que ce soit, automatiquement ça revenait, on me disait bah, si vous avez besoin d'une formation ou d'un truc, même nous on est des centres de plongée, mais les meilleurs ça reste les pelliciers. C'est assez exceptionnel quoi. Et comme tu l'as dit, enfin, l'héritage, déjà toi et même ton père, mais enfin, c'est monumental la Ouais. renommée que vous avez quoi. Trop bien. Et comment tu décrirais du coup sa relation à la mer? Est-ce que c'était un peu comme toi un échappatoire ou encore quelque Euh, chose de différent? ouais, je pense que c'est un échappatoire aussi de son côté, mais il avait, il avait un rapport à l'être humain qui est pas le même que le mien. Moi, j'ai décidé de faire de ma vie moniteur de plongée. Ouais. Et donc d'apprendre aux gens à plonger, d'être dans le relationnel avec les gens. Mon père était moins à l'aise avec les gens. Donc lui, il était vraiment à l'aise avec le milieu marin. Donc il avait vraiment un contact très particulier. Voilà, les choses que je fais sous l'eau, ben, c'est peut-être un petit peu à cause de lui. Parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit, quoi. Donc c'est vrai que j'ai un contact particulier avec les poissons. J'arrive à les approcher comme peu de personnes arrivent à le faire. Et ça, c'était lui. Alors, il y a eu plusieurs films qui ont été faits sur lui. Mmh. Euh, Tout premier qui s'appelait Prenez les vivants, donc qui était le film sur ses activités sur la pêche dans les années 80. Et le deuxième film a vraiment beaucoup marqué les esprits, donc c'était en 90-91, un film qui s'appelle Daniel et ses poissons. Et donc dans ce film-là, on montre vraiment son rapport avec le milieu marin. Et effectivement, bah, les connaissances qu'il a acquises sur le tas avec les ichthyologues, les poissons qu'il pêchait tous les jours, il connaissait le nom scientifique du bout des doigts. Moi, je veux faire des choses incroyables. Se mettre dans un endroit, on est parti ensemble à Saint-Brandon, on fait une bascule arrière, on tombe dans l'eau, il voit un poisson, il fait ce poisson-là n'existe pas. On a les bouquins là. Il y a plein de poissons dans tous les bouquins. Et puis il y a des poissons qui sont en Méditerranée, dans des zones qu'on ne connaît pas, où il n'a jamais plongé. Mais on a l'impression qu'il connaissait les poissons vraiment sur le bout des doigts, quoi. Il était capable de dire ce poisson-là, il n'est pas dans les livres. Et puis il a fait la même chose à Rodrigue. Et puis bah, c'est comme ça qu'il a découvert les poissons de Maurice aussi. C'est exceptionnel parce que cette connaissance, il y a la connaissance, tu peux avoir la connaissance littéraire, connaître un peu les espèces, mais là, c'est la connaissance déjà visuellement, comprendre la différence et même comportementale où tu es capable d'avoir des interactions avec les poissons que. Alors ça, c'était le plus incroyable avec lui. Ce que j'ai trouvé vraiment extraordinaire, c'est qu'il avait vraiment une étude du comportement des poissons. C'est-à-dire que pour pêcher un poisson avec une bouteille qui fait des bulles et puis avec un filet et puis poursuivre les poissons comme on chasse des papillons en fait, eh ben, il a dû analyser le comportement des poissons. Moi, j'ai voulu l'aider à une certaine période, donc il me donnait un filet et j'étais bon plongeur, hein, donc je descendais avec lui, il n'y avait pas de problème. Et puis il y avait un groupe d'anthias, donc qui étaient des poissons assez ordinaires, mais qui vivent en bande. Donc il y en a une cinquantaine. Et puis lui, il arrive, il donne un coup de filet. Et il y en a 30 dans le filet. Et moi, je passe toute la plongée à essayer d'en attraper 5. Et je suis dans le même banc de poissons que lui, et juste, je n'y arrive pas. Parce que lui, il connaît le comportement du poisson, il sait exactement comment le poisson va se déplacer, ce que moi, je n'arrivais pas à faire. Exceptionnel. Ok, eh bien, merci pour tout ça. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur un point qui, moi, je trouve formidable aussi? Parce qu'à l'époque, c'était aussi des plongées profondes. Il a découvert des poissons qu'on trouve à partir de 60 mètres, par exemple. À une époque où c'était difficile, c'était quoi? C'est des plongées à l'air avec des calculs un peu aléatoires, ou c'était déjà quand même dans la sécurité, ou c'était. Alors, avant les années 90, on plongeait à l'air, mais essentiellement aux tables. Donc, ce que les gens ont un petit peu oublié, c'est que la plongée, quand ça a commencé, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Cousteau avait lancé les premiers détendeurs de plongée qui permettaient d'être détachés de la surface. Et les gens ont commencé à plonger, mais avec des tables de plongée qui descendaient à 85 mètres à l'air. Ces tables-là, elles étaient dans certains bouquins. À l'époque, c'était que des militaires qui plongeaient, que des gens qui avaient entre 18 et 25 ans qui étaient en super bonne santé. Et ça se passait plutôt bien. Donc bien sûr, il y avait des accidents, mais c'était pas énorme. Et puis ensuite, dans les années 70, la plongée s'est vraiment ouverte à tout le monde. Et là, on a eu des personnes en surcharge pondérale, on a eu des personnes âgées, on a eu des enfants, alors qu'il n'y avait pas de matériel enfant. Tout le monde a voulu se mettre à la plongée. Donc ça a apporté des problèmes qui n'existaient pas. Et bien entendu, les gens ont commencé à faire des accidents et tout de suite, les organisations ont resserré la vis. Aujourd'hui, la plongée elle est limitée à 60 mètres. Mais il ne faut pas oublier que l'homme il est déjà descendu à 85 mètres avant. Donc ce que faisait mon père, en fait, c'est qu'il plongeait avec des tables qui allaient à cette profondeur-là et qui lui permettaient de plonger. Il n'y avait pas de calcul aléatoire du tout. Il suivait les tables de la COMEX, donc qui étaient les tables quand même d'un organisme professionnel de plongée en France.
et il les suivait scrupuleusement. Jusque dans les années 90 où on a eu les premiers ordinateurs. On a commencé à plonger avec l'ordinateur Aladdin, qui à l'époque était un ordinateur qui était revendu par Beuchat, qui ensuite a été récupéré par Uvatech et qui aujourd'hui a été racheté par Scuba Pro. Voilà, et donc moi au jour d'aujourd'hui, je continue d'utiliser le même ordinateur parce que pour l'école, j'ai trouvé certains avantages sur cette machine-là. Et donc c'est vrai qu'à partir de l'apparition des ordinateurs, mon père s'est permis de descendre encore plus profond parce que les ordinateurs pouvaient le permettre. Donc autant il limitait ses plongées, on va dire entre 60 et 80 mètres de profondeur quand il était aux tables, que quand il y a eu les ordinateurs, il est parti encore plus loin. Voilà. Ouais, ça m'étonne pas. Au Mug, ils me racontent leurs expéditions à l'air à plus de 100 mètres aussi. Oui. Je commence à connaître aussi. Ok, et bien merci pour tout ça. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu voudrais que les gens retiennent de lui, ou toi une philosophie que tu as gardée et que tu veux continuer à véhiculer aujourd'hui, ou pas spécialement Euh, que les gens retiennent de lui, alors, je pense que les gens ont suffisamment retenu de lui de ce qu'il a été. Il a été admiré par beaucoup de personnes et je pense qu'il a apporté beaucoup de choses au niveau du monde de la plongée à l'île Maurice. Moi, de mon côté, le seul message que j'ai envie de faire passer aux gens, c'est de toujours marcher à l'ombre au niveau de la plongée. Je vois tellement de personnes maintenant sur bientôt 30 ans de carrière, hein, ça fait 29 ans que le centre de plongée il existe en novembre cette année-ci, donc ça fera 30 ans l'année prochaine. Je vois beaucoup de personnes qui ont été formées dans des endroits qui sont, on va dire, réputés pour la plongée, qui sont super bien formés. Je vois aussi des gens qui sont super mal formés. Mais les gens qui ont été bien formés et qui savent qu'ils ont été bien formés dans des endroits qui sont extraordinaires ont toujours, de temps en temps, tendance à se sentir un petit peu plus haut que l'océan. Enfin, plus fort que l'océan, je dirais. Et c'est jamais le cas. Voilà. Donc, je veux juste que les gens y retiennent ça. Je veux juste qu'on retienne que, aussi bon qu'on puisse être, et il faut toujours rester humble, en tous les cas, vis-à-vis de l'océan. Et essayer de composer avec les difficultés, quoi, quand il y a du courant ou quand il y a de la mauvaise mer, de savoir quand est-ce qu'il faut annuler une plongée, et pas de se dire on est plus fort, on va y arriver. Ok. Le message est passé et retenu et coté aussi par nous-mêmes. Merci beaucoup pour ce partage. Ça me tenait vraiment à cœur d'en discuter parce que, en tant que passionné de plongée, dit Marine, côtoyer des gens comme toi, ou ton père, je ne l'ai pas côtoyé, mais entendre des histoires dessus, c'est même plus pour moi personnellement, pour m'enrichir et parce que j'adore ça que pour le podcast. En tout cas, merci beaucoup pour le partage. Avant de continuer et parler un peu plus de toi et d'Abyss maintenant, je te propose qu'on fasse un petit jeu. Il est très simple, ça s'appelle le vrai-faux. Le Allez. concept qui est très simple, je te donne des affirmations, tu me dis si c'est vrai ou faux. Et si tu as l'explication, tu peux évidemment la donner. Première question, les sites de plongée de l'Ouest sont plus jeunes géologiquement que ceux du Nord. Qu'est-ce qu'on entend par plus jeune géologiquement? En gros, ils ont été créés par la Terre et ils ont émergé un peu plus tard. Ils ont émergé un peu plus tard. Alors je sais pas. Honnêtement, de ce côté-là, j'en ai absolument aucune idée. Tout ce que je pourrais dire, c'est que les sites de la côte ouest ont été plongés en premier sur l'île Maurice. C'est-à-dire que les premières plongées se sont faites sur Flic en Flac et sur Trou aux Biches parce que c'était les zones qui étaient protégées des vents dominants qui sont des vents d'est bien souvent sur l'île et qui écrasent en fait le niveau de la mer. Donc ça nous fait une mer qui est vraiment très très calme ici. Et donc cette zone-là était beaucoup plus accessible que la côte est qui est vraiment sous le vent et qui est vraiment agitée en permanence. La côte sud est également qui est particulièrement déchaînée. Voilà, maintenant, à savoir si ces sites-là, ils ont émergé avant les autres, j'en ai absolument aucune Ok. idée. Bon, en tout cas, sur Internet, moi j'ai trouvé qu'ils sont apparus plus tard suite à de l'activité volcanique un peu plus tardive qui aurait coulé vers l'ouest, d'où les formations géologiques qu'on retrouve actuellement. Deuxième affirmation, la majorité des courants de l'ouest sont liés à la respiration du lagon plus qu'aux marées. Euh, Je ne sais pas non plus. Je pense que oui, parce qu'il y a une circulation quand même assez intéressante dans les lagons avec les passes. Il y a des entrées, des sorties. Nous-mêmes, on a une passe au niveau de Flic en Flac, celle qu'on utilise avec le bateau, qui est assez étrange d'ailleurs parce que le courant est toujours unidirectionnel, il est dans le même sens. C'est un courant sortant, donc on arrive à voir qu'il y a une circulation en fait à l'intérieur du lagon. Le courant n'est jamais dans l'autre sens, même quand la marée est en train de monter ou descendre, il n'y a toujours qu'une seule direction.
Donc il y a forcément une entrée et puis une sortie et je pense qu'il y a une certaine ventilation qui se fait, donc voilà. Tes déductions et ta réflexion est bonne, ouais. La circulation d'ondes dans l'ouest dépend beaucoup du vent et principalement aussi des interactions entre les passes, comme tu viens de le dire. 3e affirmation, les rencontres avec des pélagiques dans l'ouest sont souvent liées aux upwelling hivernaux. Je comprends pas le mot upwelling. Les remontées d'eau froide. OK, alors, j'ai envie de dire oui, parce que nous, on assiste effectivement à plus de pélagiques en hiver. On voit plus de requins, on voit plus de gros. On a également une mer qui est beaucoup plus claire, permettant, je pense, une meilleure visibilité aux poissons. Ça, c'est déjà un phénomène que moi j'ai pu remarquer, et pas forcément qu'avec les pélagiques, mais avec les poissons qui sont sédentaires. Quand on, quand on a des plongées où il y a une mauvaise visibilité, par exemple, les poissons ont tendance à se regrouper autour de leur trou. Donc, ce qui nous donne cette impression d'avoir une densité de poissons vraiment très très importante. Et quand la visibilité est bonne, eh ben, le poisson a tendance à s'éloigner en fait de sa maison. Donc il prend plus de risques parce qu'il peut voir plus loin. Et puis ben, en même temps, il est plus vulnérable pour le pélagique. Et tout ça, ça se passe en hiver. C'est-à-dire que l'hiver, l'eau est claire, les poissons sortent, les pélagiques viennent, les chassent. Ok, Donc clair. voilà. Ok, merci pour ça. Affirmation suivante, on trouve plus d'espèces endémiques sur les tambans de l'ouest que dans le lagon. Oui, je pense. Bien qu'il y a un des poissons que mon père a découvert, qui est nommé après nous, et qui est dans le lagon. C'est d'ailleurs le point qui est le plus bizarre, c'est celui qui était vraiment au nez et à la barbe de tout le monde, Personne et l'a que les vu. scientifiques n'avaient pas vu. Il était même dans le lagon, ce poisson-là, de Stégastes pelliceri, une demoiselle de Grégoire Mauricien, il l'appelle dans les livres. Donc lui, il est dans le lagon. Mais après, effectivement, tous les autres que mon père a découverts, ben, c'est surtout à l'extérieur. Ok. Là, je demande plutôt l'avis du moniteur de plongée. Est-ce que pour toi, les conditions dans l'ouest sont les meilleures pour faire de la formation à Maurice? Oui, l'ouest et le nord-ouest. Donc je reviens sur la région de Trobiche qui est également calme et facilement accessible. Flic en Flac et Trobiche, c'est ce que je trouve de plus intéressant, de plus accessible pour les sorties en mer par rapport à l'état de la mer. Ok, très clair. Eh bien écoute, on arrive à la fin du vrai-faux. Tu t'en es bien sorti parce qu'il y en a même où tu connaissais pas initialement la réponse, mais les réflexions ont fait que t'es bien retombé sur tes pattes et tu as eu bon à tout. Bravo. Section suivante, c'est portrait du plongeur. On va faire retracer un peu plus ton parcours, apprendre à te connaître et puis avancer doucement vers l'ouest mauricien. Donc derrière l'instructeur respecté que tu es aujourd'hui, évidemment, il y a un homme, comme tu l'as dit, tu as ta vie sur Terre et tu as la vie en plongée. Un parcours, évidemment, des choix qui ont été faits, des rencontres et surtout le lien profond avec la mer. Déjà, est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton parcours depuis la piscine de la Pirogue jusqu'à aujourd'hui être gérant d'Abyss? Comment ça s'est passé au niveau de la plongée? Je ne sais pas quoi répondre, ça peut être très long. Euh, Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Ce que j'ai fait comme étude Ouais, le petit parcours qui t'a mené, est-ce que ça a été déjà une décision très rapide où dès que tu as mis la tête dans l'eau, tu savais que tu voulais vivre de la plongée? Ou est-ce que peut-être qu'à un moment tu t'en es détaché, que tu es revenu? Alors, dès que j'ai mis la tête dans l'eau, j'ai su que je voulais faire de la plongée. Ça, c'était évident. Dès le moment où j'ai commencé à faire de la plongée, je me suis dit que c'était ça, ça serait ça mon métier. Ce qui est assez rare, je pense, pour un gamin de 9 ans de se faire une réflexion comme celle-là. Mais c'est une réflexion qui a tenu bon jusqu'à la fin de ma scolarité. Donc, j'ai passé un baccalauréat français dans un lycée français à l'île Maurice. Et, euh, et j'ai décroché une bourse pour athlète de haut niveau. Par rapport à des résultats d'éducation physique et sportive totalement exceptionnels sur l'école. Non, c'était une bourse franco-mauricienne, donc puisque j'étais dans un lycée français, la France a participé à cette bourse, me permettant de faire les études que je voulais dans le domaine du sport. Non, moi j'ai choisi que ça serait la plongée. Non, je suis parti à l'île de la Réunion et puis ensuite en France pour faire un brevet d'état d'éducateur sportif. Donc aujourd'hui, ça s'appelle plus du tout comme ça. Aujourd'hui, ça s'appelle BGEPS ou DGEPS. Avant, ça s'appelait BEES1 ou BEES2. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'était l'ancien brevet, le brevet d'état d'éducateur sportif, que j'ai fait à Antibes. Et j'ai passé également un monitorat fédéral de plongée à Niolon. Donc, les centres de Antibes et de Niolon sont les centres les plus réputés et les plus difficiles, on va dire, en France,
pour la formation des plongeurs. D'ailleurs, ils sont concurrents, ils se détestent. Et c'est exprès que j'ai choisi d'aller là-bas parce que, pour des raisons qui étaient importantes pour moi. Mon père, comme on l'a mentionné, était quelqu'un de très connu au niveau de la plongée. Tout le monde le connaît parce que, il y a des poissons qui portent notre nom aujourd'hui. Et, et il se trouve qu'on habite sur une île et que l'île Maurice, c'est petit. Et que j'avais pas envie d'entendre un jour, on t'a filé le brevet parce qu'on connaissait ton père. Hmm. Donc, même mon niveau 4 de plongée, j'ai été le passer à l'île de la Réunion. Je ne l'ai pas passé à Maurice. Le brevet d'État, je l'ai passé en France. Et je suis revenu en 1996 avec des diplômes que personne n'avait. J'ai passé un diplôme de moniteur nitrox en 1996. Je suis le numéro 15 de l'ACMAS. Je suis le 15e moniteur nitrox qui a été qualifié au monde. Ok. Donc, c'était le début des nitrox en fait. On était les tout premiers. Je suis revenu avec une formation de scaphandrier professionnel également que j'ai passé au GRASM, donc le groupe de recherche archéologique sous-marine en France. Et personne n'avait ces qualifications à l'île Maurice. Donc, en plus d'être moniteur de plongée, j'avais passé plein de spécialités handisport pour prendre des handicapés, des spécialités enfants. Et j'ai ouvert le club voilà, avec ça sur le dos et puis avec l'idée un jour de pouvoir former des moniteurs de plongée, donc ça ne s'arrêtait pas là. C'est-à-dire que 4 ans plus tard, je suis reparti en France pour passer le brevet de moniteur fédéral 2e degré, donc, qui me permet d'atteindre le plus haut niveau de moniteur de plongée et qui me permet donc de former des moniteurs de plongée. Donc, le centre a été ouvert en 96, mais j'ai continué de bosser effectivement. J'ai fait 2 saisons à Niolon comme moniteur à l'UCPA, dans des centres où il y avait 160 clients par semaine et où je suis noyé, on va dire, dans la masse de la plongée française. Et je dois avouer que ça a été vraiment une super bonne expérience. Voilà, j'ai essayé de prendre de l'expérience un petit peu partout. À l'île Maurice, même avant d'avoir ouvert le club de plongée, j'avais bossé un peu à l'hôtel La Pirogue, un petit peu à l'hôtel Villa Caroline, un petit peu dans un club à Bellemare. Donc, c'est seulement après avoir fait toutes ces choses-là que j'ai vraiment décidé de stabiliser le centre ici, de la façon dont je l'entendais. C'est-à-dire que, voilà, après avoir bossé un petit peu dans un hôtel et puis d'avoir vu ce que c'est que de plonger avec des touristes qui sont un petit peu capricieux quand ils sont dans leur hôtel parce que c'est des 5 étoiles, des trucs comme ça. Donc, en gros, s'ils ont envie de plonger le 25 décembre et que c'est le jour de Noël, il faut plonger pour eux. Après avoir plongé dans un centre-usine en France qui peut accueillir 160 clients par semaine avec 20 moniteurs pour les faire plonger, je suis revenu ici dans l'idée de faire de la plongée pour moi et puis partager ce que j'ai envie de partager avec les autres et de faire quelque chose qui serait plus à taille humaine. Voilà, avec un bateau qui n'est pas un bateau super rapide avec des gros moteurs derrière, mais une barque traditionnelle de pêcheur avec 2 petits moteurs et puis on avance doucement. Et voilà, c'est un petit peu ça que j'ai envie de partager aux gens, c'est l'authenticité. Là, ouais. Voilà, Partage, professionnalisme, authenticité, passion, c'est ça. les maîtres mots. Et c'est vrai que comme tu l'as dit, je pense qu'aujourd'hui, tu aurais les moyens d'ouvrir un centre immense et qui marcherait bien, mais tu as fait le choix, tu fais quasiment pas de communication, enfin, voire même pas du tout. Tu n'as pas de site internet, on entend très peu parler de toi si on ne cherche pas ou si on ne connaît pas. Et en même temps, quand on arrive ici, on se sent un peu privilégié. Moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu aujourd'hui. On sent un cadre qui est agréable, serein, on n'est pas pressé, tout est fait dans la sécurité. Ça, je l'ai bien senti, on se sent bien encadré. Et en même temps, c'est pas de l'encadrement stressant, c'est de l'encadrement où c'est agréable, on passe un bon moment. Et Ouais. c'est vraiment une ambiance limite familiale. Et on plonge. Franchement, c'est génial. Et pour en avoir fait des centres de plongée, et comme tu l'as dit, des grosses usines ou des trucs, c'est vraiment un centre dans lequel on se sent bien. Et je pense que c'est aussi ce que tu voulais transmettre avant tout. Exactement. J'ai vraiment envie que les gens ils se sentent à l'aise ici en fait quand ils arrivent. Je pense que ça marche. Enfin, les gens me le disent bien. Alors, site web, j'en ai eu un avant, ça n'a pas super bien marché. La personne qui s'en occupait pour moi n'était pas super sérieux. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas, en fait, ça n'a jamais été vraiment indispensable parce que ma capacité d'accueil est tellement réduite, vu la taille du bateau et vu le nombre de personnes que je peux prendre à bord du bateau. Le bateau est souvent plein. Ce matin, c'était presque le cas. Cet après-midi, c'était presque le cas aussi. Il restait peut-être 2 places à bord. Bon, si je me mets à faire vraiment une énorme pub et récupérer 50 personnes, ce qui va se passer, c'est que je vais les envoyer chez les concurrents parce qu'au final, je ne pourrai pas les recevoir. Ouais. Donc, dans l'immédiat, au jour d'aujourd'hui, je suis très connu de bouche à oreille. J'ai des reviews qui sont
apparemment excellents sur Google et sur TripAdvisor, je ne vais même pas les voir. Je ne vais même pas les voir parce que je veux que ça reste authentique. Je veux pas que les gens soient influencés. Je ne force pas les gens à aller laisser des commentaires derrière. Je sais qu'il y a beaucoup de centres de plongée qui insistent en leur disant ouais, n'oubliez pas, allez me mettre un truc sur TripAdvisor. Moi, je le fais pas. Tout ce qu'il y a sur moi, sur Internet, ça vient de la spontanéité des personnes et je ne m'en suis absolument pas mêlé. Je sais ce qui se dit sur moi seulement parce que les gens me le répètent. C'est Voilà. vrai que moi, je suis allé fouiller les commentaires et c'est tout le temps la même chose qui revient. On s'est bien senti, les plongées étaient belles, Christophe est génial, on a plongé en sécurité, on reviendra. Et je pense que c'est ça le plus fort, c'est ta clientèle aujourd'hui, c'est tout le temps les mêmes qui reviennent, je pense, ou du moins une base qui revient assez régulièrement. Il y en a beaucoup qui reviennent régulièrement. Après, j'ai quelques touristes. Alors, je travaillais beaucoup avec les touristes avant le Covid, beaucoup moins maintenant, parce que le Covid nous a un peu tués. Donc, il a fallu se réinventer différemment. Pendant longtemps, l'île a été fermée aux étrangers et il a fallu que j'arrive à développer quelque chose localement pour permettre aux gens qui étaient là de plonger plus. Ces personnes-là, aujourd'hui, m'ont un peu sauvé la vie au moment où les autres centres de plongée ne travaillaient pas. Moi, je continuais de bosser. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que l'essentiel de ma clientèle, c'est plus les gens qui vivent ici localement. Alors, je ne parle pas des Mauriciens, mais aussi des personnes qui sont de passage pendant 2 ans, 3 ans, qui vont habiter sur l'île, qui sont européens, qui sont là et puis qui viennent plonger régulièrement. Donc, ces personnes-là, c'est vrai que ça fait plus partie de la clientèle du centre de plongée. Après, ce matin, on a eu 2 personnes qui venaient de l'hôtel Hilton. Eux, ils me trouvent soit en tapant plongée île Maurice, j'ai mon nom qui finit par ressortir quelque part, soit sur le guide du routard. Je suis sur le guide du routard depuis 2 ans après que j'ai ouvert le club, depuis 1998, je suis sur le routard. Et ça, c'est ma plus belle pub en fait, ça marche vraiment super bien. Heu et voilà et puis après, on me retrouve sur des forums de plongée, voilà. Essentiellement, moi je demande toujours aux gens: «Comment est-ce que vous m'avez trouvé?» et la réponse, c'est sur internet ou par le guide du routard. Ok. Et des fois, c'est du bouche à oreille. Quelqu'un est venu plonger chez vous, il nous a conseillé. Ok. Merci pour tout ça. Tu l'as dit, plonger, c'est un petit peu ta vie aujourd'hui. Enfin, c'est une grande partie de ta vie. Pour toi, c'est quoi une belle plongée, une plongée réussie? Heu, une belle plongée, alors c'est une plongée où toutes les conditions sont correctement réunies. Heu, c'est-à-dire que, ce n'est pas désagréable de plonger parce qu'il y a trop de courant ou parce qu'il y a pas assez de visibilité. Non, bien entendu, ces facteurs-là sont importants pour que la plongée soit belle. Après une belle plongée pour moi, c'est une plongée où il y a des surprises, où il y a d'inattendus. Donc, un pélagique qui passe sur une plongée peut tout de suite changer la plongée. Quand c'est un site qu'on connaît vraiment bien et qu'il y a quelque chose d'inhabituel qui passe, tout de suite la plongée a un cachet totalement différent. Voilà et puis une belle plongée pour moi, c'est une plongée qui réunit alors j'aime beaucoup les plongées à relief, donc bien souvent le relief et puis une durée intéressante notamment, vous avez dû le remarquer, moi j'ai fait des plongées de 1 heure, voire des fois un petit peu plus que 1 heure, ce que peu de centres de plongée arrivent à proposer ici. Mais pour moi, c'est important, de donner de la qualité, au tarif d'une plongée qui va être indexée à l'île Maurice, sur une destination qui n'est pas forcément une destination, qui peut se battre contre les Maldives ou contre l'Indonésie. On a des beaux sites de plongée, mais on n'est quand même pas la plus belle destination du monde et à côté de ça derrière, moi j'essaye d'offrir, de la durée parce que, j'ai hérité, justement, de mon père d'une très bonne connaissance des poissons sous l'eau et j'arrive à partager ces choses-là. Donc pour moi, une belle plongée, c'est vraiment cette plongée où j'arrive à voir, les animaux qui m'intéressent, un petit peu de rareté, un petit peu d'inattendu et puis des bonnes conditions. Bonnes conditions, OK. Et ouais, mais pour vraiment resituer pour les gens qui nous écoutent, c'est vrai que quand on plonge avec toi, on sort un peu des standards habituels des centres de plongée à l'américaine. Là, on prend déjà, on peut rentrer dans les paliers, c'est pas très grave. On les prévoit à l'avance, on les maîtrise, mais c'est pas dramatique, je rentre dans les paliers, ce qui permet, comme tu l'as dit, de faire des plongées souvent qui sont un peu plus profondes et surtout un peu plus longues. On peut dépasser l'heure, et cetera, si l'air nous le permet et les paliers nous le permettent. Et surtout, comme tu l'as dit, on est vraiment en exploration permanente. Tu connais parfaitement les poissons, Ouais. tu nous montres tout le temps des trucs, des choses qu'on n'aurait pas forcément vues. C'est vraiment de l'exploration pure, c'est pas de la promenade sous l'eau, c'est on va rencontrer le vivant, on cherche les petits poissons et c'est génial et ça change tout et ça fait vraiment une bonne expérience parce que toutes les conditions sont réunies, on sait qu'on est en sécurité et qu'on va passer une superbe exploration sans trop de contraintes parce qu'elle est balayée par la sécurité derrière. On a parlé de belles plongées. Est-ce que toi, à force de faire justement
tu connais les sites par cœur, tu gardes quand même à chaque fois cette passion et ce côté inattendu? Ou alors est-ce que des fois, tu as un petit peu cette lassitude et tu es juste content d'être dans l'eau? Il y a pas il y a pas beaucoup de lassitude chez moi. D'accord. Non, je suis toujours très passionné. Alors on a des sites de plongée pour donner un petit exemple. Ceux qu'on a fait aujourd'hui, la cathédrale et le rempart serpent, c'est les plongées les plus demandées sur Flic en Flac. Donc c'est des plongées qui sont internationalement connues. Elles sont dans un bouquin qui s'appelle «Le tour du monde en 80 plongées» et donc dans le tour du monde en 80 plongées, il y a quand même 2 plongées qui sont citées dedans, c'est le rempart serpent et la cathédrale. On a également une plongée qui s'appelle l'aquarium que vous avez eu la chance de faire, même l'année dernière où il y avait énormément de raies, un peu moins cette année-ci. Et ben, l'aquarium, c'est un petit peu notre site de baptême. Donc, au jour d'aujourd'hui, grosso modo, et pour rester, on va dire, dans le sens de l'humilité, j'ai à peu près 19 000 plongées à mon actif. Et sur ces 19 000 plongées que j'ai, il doit y en avoir peut-être 2000 qui ont été effectuées sur l'aquarium, je ne sais pas, parce qu'on a beaucoup de débutants. On a beaucoup de plongeurs de petit niveau et c'est une plongée qui est très demandée, on la fait souvent. Et je passe tous les jours devant les mêmes anémones avec les mêmes poissons clowns. J'ai un appareil photo et je continue toujours de prendre des photos des mêmes anémones et des mêmes poissons clowns. Je ne m'en lasse pas, parce que la plongée n'est jamais la même. En fait, ça nous arrive de plonger sur l'aquarium et de voir justement de l'inattendu. Et, et comme je joue beaucoup avec l'interaction avec les poissons, et ben, j'aime bien cette relation qui existe entre moi et les poissons et ce que je vais pouvoir montrer aux gens. Une crevette qui est dissimulée derrière une anémone que tout le monde n'a pas la possibilité de voir, et ben, je vais peut-être aller la chercher avec ma main pour qu'elle soit à l'évidence devant tout le monde et puis ensuite je vais la laisser tranquille, elle va retourner dans son trou, voire même je vais la ramener dans son trou. Mais euh, voilà, ça sera jamais le même geste, ça sera jamais la même interaction, ça sera jamais la même chose qui se passe. Ce sera le même lieu, mais ce sera jamais les mêmes conditions, les mêmes poissons. Voilà, et du coup, bah, pour moi, j'ai beau plonger 2000 fois sur l'aquarium, je serai toujours content d'aller sur l'aquarium. Voilà, j'ai pas vraiment de lassitude vis-à-vis de ça. Après, c'est vrai que, bah, selon notre humeur sur terre, il y a certains jours où on se dit: «Ouais, on est un peu fatigué, on n'a pas forcément envie de plonger avec des débutants aujourd'hui, on aimerait bien avoir des plongeurs qualifiés». Ce genre de lassitude-là, je le ressens plus souvent que la lassitude d'aller sur le site et de rencontrer les poissons. Ouais. Je pourrais me lasser d'une population redondante. C'est-à-dire que si j'avais, pendant un mois que des débutants et puis, et pas du tout de plongeurs qui me permettent d'aller, plus profond, alors que j'aime bien les plongées profondes, et ben, au bout d'un moment, oui, j'avoue, ça pourrait devenir un petit peu pénible. Hem, pour pallier à ça, il me suffit d'essayer de varier les sites et c'est ce que j'essaye de faire. Voilà, c'est-à-dire que quand il y a des gens qui viennent plonger ici, j'essaye de jamais les emmener, plusieurs fois sur le même site de plongée, autant que nous permet la météo. Ce qui me permet, moi, d'éviter ce genre de lassitude-là. OK, je comprends. Et est-ce que dans ces 19 000 plongées que tu as citées, il y en a une qui t'aurait particulièrement marqué et que tu retiens à vie, soit pour une rencontre, pour un problème ou que sais-je? Non, une particulièrement, ce serait trop difficile. Il y a beaucoup de plongées que j'aime. J'aime beaucoup les plongées profondes. Heu, aujourd'hui, s'il y en a une en particulier, que j'ai envie de retenir, c'est Chamois-la-Pirogue. C'est, une plongée qu'a découvert mon père. Et c'est également le site de plongée sur lequel j'ai été poser ses cendres. Donc en fait, pour moi, cette plongée-là, aujourd'hui, elle est devenue importante parce qu'à chaque fois que je descends dessus, ben, j'ai un petit peu l'impression d'aller lui rendre visite et c'est un des sites de plongée profonds les plus magnifiques qui existent. Après, il y a d'autres plongées que je trouve plus jolies que Chamois-la-Pirogue, mais disons qu'aujourd'hui, elle a cette Ouais, pour importance-là parce l'histoire. que mon père y est. OK, je comprends. Et beh, très belle plongée. Hem, avant de passer à la suite, là, je te propose un moment encore plus, où on fait vraiment une pause. L'objectif, c'est un peu de suspendre le rythme, de vraiment ralentir. C'est ce qu'on appelle la plongée de rêve. Donc là, il y a vraiment plus aucune contrainte, plus aucune limite. Les paliers n'existent plus, les conditions sont parfaites. Tu peux plonger à 3000 mètres de profondeur si tu veux. Si tu avais, vraiment cette possibilité, ce serait quoi ta plongée ultime de rêve s'il y avait aucune contrainte? S'il y avait aucune contrainte, Aucune contrainte. je crois que j'aimerais bien plonger sur le Titanic. OK. C'est vraiment l'épave mythique, quoi, donc on peut y aller qu'en sous-marin. Si demain on me disait, «Tu peux y aller avec ta combinaison de plongée, vas-y descends, il y a 4000 m, et va visiter l'épave et tu peux y rester aussi longtemps que tu veux». Ouais, je crois que j'aimerais bien faire ça. Et tu chercherais Après j'ai toujours été attiré par le Grand Sud. Après le En plus, après avoir vu le reportage de Laurent Balesta, sur le pôle Sud,
Je dois avouer que j'aimerais vraiment bien aller dans cet endroit-là. Mais après, je suis particulièrement frileux. Qu'est-ce que j'irais foutre là-bas? Je sais pas. Ouais. Mais pour quelqu'un qui aime autant l'exploration, les animaux et la plongée profonde, là, tu as tout un univers à découvrir, encore une fois. Enfin, il y a un million de choses à découvrir qu'on n'a jamais documentées ou quoi que ce soit. Donc, Ouais, je pense que le froid, on l'oublie vite quand on fait des plongées comme ça. c'est clair. Eh bien, merci pour ça. Maintenant, je te propose qu'on retourne un petit peu vraiment à l'île Maurice, qu'on se focus sur l'ouest. On a déjà parlé un petit peu. Mais est-ce que tu peux me parler de ce terrain de jeu immense? On a parlé, les paysages sous-marins, c'est très rocailleux, c'est une géologie qui est très particulière. C'est principalement ce qui différencie l'ouest des autres autres régions. Alors, de ce que j'ai pu remarquer en comparatif aux autres régions, c'est que l'ouest, c'est une accessibilité facile de la plongée profonde, donc parce qu'elle est pas loin. Effectivement, on est sur une zone où il y a eu une érosion, je pense, assez particulière. Donc, comme mentionné tout à l'heure, avec les coulées de lave, et puis très certainement des terrains qui se sont effondrés, donc avec cette structure un petit peu en escalier, donc qui dessine des arches, des grottes. En ayant discuté avec certaines personnes, il y a des gens qui disent que il est possible que ce soit des bulles d'air qui étaient emprisonnées dans de la lave et qu'ensuite cette lave, érodée par les courants et les vagues, etc., aurait ouvert des brèches, aurait ouvert des grottes, des choses comme ça. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup de ces choses-là sur Flic en Flac. La seule autre région que Flic en Flac qui m'a frappé et où j'ai vu les mêmes choses, c'est Blue Bay. Le sud. Ouais. Voilà, donc sur le sud-est de l'île, j'ai assisté au même paysage et je n'ai fait malheureusement qu'une seule plongée sur le Grand Sud, où pareil, c'était une plongée profonde, mais avec une grotte extraordinaire comme j'en ai rarement vu. Et il se trouve que le Grand Sud, sur les cartes, comme j'ai expliqué, c'est également l'endroit où ça tombe très très rapidement. On ne retrouve pas ça sur l'Est, on ne retrouve pas ça sur le Nord. On ne retrouve pas ça non plus sur le Nord-Est, ni le Nord-Ouest. C'est vraiment Flic en Flac, et pour moi le Sud-Est. Le Grand Sud, je ne connais pas assez puisque j'en ai fait qu'une seule, mais ça, quand même, ça ressemblait beaucoup à ça. Ok. Et puis les poissons. Pour avoir plongé dans le Nord, dans l'Est, etc., je trouve que la densité et la variété de poissons est quand même plus importante ici. Ok, merci pour tout ça. On en a parlé un petit peu, les sites emblématiques, Rempart Serpent, Cathédrale. Est-ce que tu pourrais nous les décrire un petit peu pour que les gens qui commencent à saliver à l'idée de venir plonger Flic en Flac puissent se projeter un petit peu Alors, la cathédrale, c'est une plongée qui, autant que je m'en souvienne, a été découverte par le MUG. Donc c'est une plongée qui a une structure assez particulière. On a presque l'impression qu'elle est faite de la main de l'homme. Donc il y a vraiment une grotte immense. Donc une entrée et une sortie, une quinzaine de mètres de longueur qui permet donc de traverser cette cathédrale avec une faille au-dessus de la grotte, donc qui laisse traverser certains rayons lumineux, et donc ces rayons lumineux éclairent certaines parties de la grotte et puis d'autres pas. Et en fait, on a une grande entrée, et quand on prend la grande entrée et qu'on se met au pied de la grande entrée, on a vraiment l'impression que ça fait une espèce de dôme triangulaire à cette entrée-là, et j'imagine que les plongeurs qui se sont présentés en face de ce site-là ont eu l'impression de rentrer dans une cathédrale. Donc ce nom a été vraiment donné par les plongeurs du MUG. Maintenant, je ne doute pas que les pêcheurs aient été déjà au courant de ce lieu-là sans y avoir réellement été, parce que ils étaient là avant les plongeurs tout simplement, et ils savaient exactement où il fallait jeter leur casier pour avoir du poisson. Donc je pense que le site était déjà connu des pêcheurs avant, mais aucun ne pouvait deviner ce qu'il y avait en bas. Donc voilà, maintenant cette cathédrale est devenue une plongée un petit peu mythique, parce que il y a beaucoup de plongeurs qui adoraient cette plongée pour le relief qu'elle présente. Elle est vraiment magnifique, même au niveau de la lumière qui pénètre dans la grotte. Bien entendu, quand on plonge sur ce site avec une bonne visibilité, on a vraiment un paysage qui est extraordinaire. Et certains plongeurs, quand ils décèdent, en fait, leur souhait, c'est que leur cendre soit jeté sur la cathédrale. Donc il y a aussi cette espèce de petit côté qui fait que ça reste la plongée préférée de beaucoup de personnes,
Et en gros, ils ont envie de s'y retrouver là-bas. Alors je sais qu'au niveau européen, c'est pas trop autorisé de faire ce genre de choses-là, mais à l'île Maurice, ben, comme j'ai parlé tout à l'heure de la culture hindoue, les hindous, ils jettent souvent leurs cendres à la mer et il y a pas d'interdiction à ce niveau-là à l'île Maurice, donc beaucoup de personnes le font. Hem, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la cathédrale? Si, il y a des gens qui viennent se marier à la cathédrale aussi, donc solo, moi. Ok. Moi, je me suis marié à la cathédrale. Donc avec des photos magnifiques de Gérald Rambert que vous avez croisé, sous l'eau, ce matin. On était ensemble sur la même On palanquée. l'avait interviewé l'an dernier à l'apéro. Donc bah, Gérald est mon élève, c'est moi qui l'ai formé et donc Gérald a été mon photographe sous-marin de mariage sur la cathédrale. Mais bon, avant moi, il y en a eu d'autres qui se sont mariés sur la cathédrale et après moi aussi. Il se trouve que j'ai joué également le rôle de «pasteur» entre guillemets pour un couple de plongeurs qui plongeaient ici et qui ont voulu, comme moi, se marier sur la cathédrale. Et en fait, c'était moi qui étais sous l'eau avec l'ardoise en disant: «Voulez-vous épouser cette personne?» Cocher dans la case oui ou cocher dans la case non. Voilà, donc il y a eu plusieurs mariages. Je pourrais pas les compter, mais je dirais peut-être une dizaine de personnes qui se sont mariées à la cathédrale. Et ouais, Voilà. donc vraiment un lieu qui inspire. Il y a une espèce de dimension religieuse, je pense, pour Ouais. certaines personnes, d'où part le nom du site de plongée, puis la ressemblance. Après, ça reste quand même une très belle plongée pour ceux qui n'y croient pas. Et Rempart Serpent, alors pour décrire Rempart Serpent, c'est aux antipodes de la cathédrale, hein. La cathédrale, c'est sur la partie sud par rapport à notre passe, alors que Rempart Serpent, c'est sur la partie nord. Rempart Serpent, c'est typiquement le site sans relief. Je connais qu'une seule plongée qui ressemble à Rempart Serpent, qui se trouve à Rivière-Noire, qu'ils appellent le Lionfish Reef, qui est en dehors d'un site qui s'appelle Corps de Garde. Effectivement, c'est un petit peu la même topologie, c'est-à-dire on a du sable, on a des rochers qui sont posés au fond, et on a plein de rascasses et plein de murènes sur le site. Donc je dis souvent plongeur, quand je vous ai dit ce matin, il y a tout ce qui pique et tout ce qui est mort sur ce site de plongée. Donc c'est vraiment la plongée où il faut faire attention, où il faut nager les mains croisées, où on se stabilise facilement parce qu'il n'y a pas de multiniveau. Donc c'est pas une plongée difficile, mais c'est une plongée où il y a des animaux dangereux et où la prudence est requise sur ce site. Alors c'est une plongée qui est également à 25 mètres, donc où les paliers arrivent rapidement. Donc, par rapport à une cathédrale où on peut remonter à 15 mètres et se retrouver à faire 45 minutes de plongée sans vraiment rentrer dans les paliers. Sur Rempart Serpent, au bout d'une trentaine de minutes, on rentre dans les paliers. Et donc pour ceux qui ont la capacité de les faire, eh ben, je propose de faire en général une dizaine de minutes de paliers, voire peut-être un petit peu plus pour les plongeurs plus chevronnés. Ce qui permet donc de rester longtemps et d'apprécier un oasis à poissons, avec en ce moment des poissons rares sur Rempart Serpent, les deux rhinopias qui sont pas fréquents sur l'ensemble de l'île. Il y en a qui ont été découverts sur Trobiche et j'en ai pas entendu parler ailleurs. Ok. Voilà. Mais c'est vrai qu'en plus, les rhinopias, enfin, la scène et le tableau est magnifique. Les deux au même endroit, plus ou moins, sur la table de corail. Enfin, c'est vraiment C'est trop. pas toujours comme ça. Ouais. C'est pas toujours comme ça, mais des fois il faut les chercher, hein, et des fois, on l'a vraiment mauvaise quand on fait la plongée, qu'on n'arrive pas à en trouver un seul et qu'on sait qu'ils sont là. Voilà, mais ça fait partie du jeu. Mais c'est vrai que Rempart Serpent, c'est un site qui est marquant parce qu'il ne paye pas de mine à première vue. Comme tu l'as dit, c'est du sable et Ouais. quelques petits cailloux et des petits morceaux de coraux. Et au final, quand tu t'arrêtes, bon, déjà, il y a quelques petits poissons. Et quand tu regardes un peu dans les failles, comme tu l'as dit, il y a plein de petits trucs macro à trouver, donc c'est top. On a parlé là, c'est les deux mythiques, les deux spots mythiques. Est-ce qu'il y en a qui sont un peu moins connus et qui pour autant valent le détour et complètent un peu cette offre en termes de diversité? Alors l'aquarium, on l'a mentionné tout à l'heure. Ouais. L'aquarium en général, c'est surtout au mois de septembre qu'on a remarqué qu'il y avait une profusion importante de raies aigles qui viennent donc à proximité de l'aquarium sur un autre site également qui s'appelle Big Rock. Donc bien souvent, on fait les deux plongées en une seule plongée. On se balade sur les deux. Et puis surtout Big Rock, et ben depuis, je dirais 5-6 ans, Big Rock est régulièrement visité par des tortues. Ça nous est déjà arrivé de trouver jusqu'à 4 tortues en même temps sur le site. Donc ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. C'est devenu un petit peu notre plongée tortue sur Fig en Flac. Moi, c'est une plongée qui m'a vraiment marqué. C'est de toutes les plongées que j'ai faites, c'est Big Rock avec la quinzaine de règles, la tortue au premier plan, qu'on a eu pendant peut-être 40 minutes pour nous. Il n'y avait personne et personne bougeait. Nous, on était là, on regardait. Enfin, c'était exceptionnel, quoi. C'est une des plongées qui m'a vraiment marqué, déjà pour les animaux, le calme. C'est clair. C'était trop bien. Ça nous est déjà arrivé d'en voir 40 des règles sur Big Rock. Voilà.
15, c'était un petit peu le quota normal. Et puis cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on en a vraiment pas eu. On en a eu très peu, donc je ne sais pas s'il y a eu si le bouleversement climatique, du réchauffement du début de l'année y était pour quelque chose. J'ai envie de dire, on verra l'année prochaine comment ça va se passer. Mais c'est vrai que c'est la première année où on a vu des raies, hein, mais c'était deux, trois éléments, et puis pas du tout aux endroits où on avait l'habitude de les voir. Les Donc, au fond en cherchant de l'eau froide ou rien à voir? non, pas forcément, mais juste sur le même site, mais juste à des endroits différents, quoi. OK. C'est tout. Donc cette plongée-là, je pense qu'elle mérite d'être faite, en tous les cas, sur Flic en Flac. Après, on a d'autres sites de plongée. On a l'épave du Caïssé, le parc. Ça, je le mentionne aussi parce que c'est la possibilité de faire encore une fois 2 sites de plongée sur une seule plongée. Et alors le parc, c'est une plongée, c'est comme un aquarium, mais à 40 mètres de profondeur. Et le Caïssé, c'est une épave. Donc avoir cette possibilité de plonger sur une épave et puis ensuite sur un site à relief avec plein de poissons, je trouve ça quand même assez exceptionnel. Par contre, ben, c'est la plongée, mais il faut être niveau 2 minimum, hein, parce que c'est une plongée qui descend à 40 mètres de profondeur. Donc on ne peut pas emmener les débutants, elle n'est pas accessible à tout le monde. Mais comme tu dis, on l'a fait aussi et c'est Elle est vrai que très belle. c'est appréciable. Tu fais l'épave, après tu vas te promener un petit peu Ouais, dans les formations rocheuses, mais comme tu l'as dit, pas accessible à tout le monde. On tape rapidement du palier. c'est ça. OK, on a parlé un petit peu, réchauffement climatique. Comment tu vois un petit peu toi l'évolution, déjà vie marine, biodiversité, les coraux, au fil du temps? Les coraux, ça s'améliore pas. Très honnêtement, je ne vois pas de réparation. C'est assez triste à dire, mais c'est comme ça. Je vois que de la dégradation au niveau du corail. Je sais qu'au niveau de l'hôtel La Pirogue, ils ont essayé de faire de l'implantation de corail. Donc ils avaient créé des structures qu'ils ont mis sur des endroits où il y avait du sable pour que le corail s'implante dessus. Ça a plus ou moins marché. Après, je pense qu'ils ont un peu manqué de moyens. Il n'y a plus trop eu de suivi. Les structures ont été un peu abandonnées. Bon, je ne sais pas du tout où ils en sont au niveau de ce projet-là. Je sais qu'il y a une organisation qui s'appelle Reef Mauritius qui se bat beaucoup pour la préservation de l'environnement marin, pour le corail. Ils font des formations, ils font de la sensibilisation. Moi-même, j'ai été faire une formation avec eux sur les étoiles de mer tueuses de corail, là, les acantastères. Ouais. Et d'ailleurs, elle était très intéressante cette formation parce que tout le monde voit les acantastères comme quelque chose de vraiment négatif. Alors, il y a vraiment un rôle positif pour ces étoiles-là également. Donc, malheureusement, ouais, en dehors du fait qu'il y a effectivement une dégradation à cause de certaines colonies d'acantastères qui sont, on va dire, de mieux en mieux contrôlées aujourd'hui. Ça, là-dessus, on va dire ça, c'est le point positif parce qu'on a vraiment une action possible sur les acantastères, mais on n'a pas d'action possible sur El Niño, sur le réchauffement de la planète. Donc, malheureusement, au début de l'année, on a eu de la flotte qui est passée à pratiquement 29-30 degrés et qui est restée comme ça pendant longtemps. On a eu beaucoup de blanchiment des coraux et on ne peut rien faire. On peut juste assister au spectacle et puis espérer que ça reprenne plus tard. Le problème, c'est que quand un corail il blanchit, bah, il peut toujours reprendre, mais s'il blanchit et que les algues commencent à pousser dessus, c'est terminé. À partir du moment où il est étouffé par les algues, c'est fini. Et cette année, on a eu beaucoup de ça. Ouais. Donc sur l'aquarium, par exemple, on a un site où il y avait du corail de feu vivant, super beau. Le corail de feu est mort à 80% sur l'aquarium et puis ça ne reviendra pas. Ouais. Et toi, tu plonges ici depuis longtemps. Est-ce que tu as déjà vu un cycle comme ça où c'était délicat et c'est revenu, ou là c'est vraiment, Alors, inédit? le truc le plus incroyable auquel j'ai assisté, c'est Rempart Serpent. Rempart Serpent, pour revenir encore sur cette plongée-là, c'est une plongée où il y a eu un bouleversement d'écosystème. En fait, sur Rempart Serpent, il y a très longtemps, il n'y avait pas du tout tous les bancs de poissons jaunes qu'on a vus aujourd'hui, qu'on appelle les madras à l'île Maurice. Il y avait des gros mérous sur ce type de plongée. Aujourd'hui, il n'y a plus de gros mérous sur Rempart Serpent. Il y avait énormément de petits poissons, des nuées de petits poissons, donc d'espèces différentes de celles qu'on voit aujourd'hui. Et en fait, il y a eu, je dirais dans les années 2000 à peu près, entre 2000 et 2005, un bouleversement qui s'est produit sur Rempart Serpent et je ne sais pas à quoi il est dû. Mais il y a une population de poissons qui a totalement disparu pour être remplacée par une autre. Donc en fait, le site n'a rien perdu en beauté. Il y a même peut-être gagné parce qu'on a eu des plus gros poissons, plus colorés qui sont arrivés dessus. Mais voilà, sans savoir pourquoi, il y a vraiment eu quelque chose qui a changé sur ce site de plongée. Donc après,
il y a eu des choses qui ont été pointées du doigt. Sur la falaise, il y a eu beaucoup de construction. Il y a eu une entreprise qui faisait il y avait une concasseuse en fait. Donc ils utilisaient des grosses machines pour briser des roches et pour faire du sable de roche qui est utilisé pour la construction. Et en fait, ces poussières de sable de roche, c'était à proximité de Rempart Serpent, ça s'est soulevé, et ça s'est déposé en mer. Et il y a eu beaucoup en fait de cette poussière de roche qui s'est mise à étouffer le corail. Et ça correspondait à peu près pendant cette période-là, où il y a eu, sur Rempart Serpent par exemple, c'était un site où on voyait plus d'une vingtaine de poissons-pierres sur le site. Et du jour au lendemain, les poissons-pierres ont disparu. Nous, on a même vu des balistes qui se sont mis à manger les poissons-pierres. Les derniers qui restaient, on voyait des balistes titans qui les attaquaient et qui les bouffaient. Et puis du jour au lendemain, les poissons-pierres ont entièrement disparu. Aujourd'hui, en 2025, on a 4 ou 5 poissons-pierres qui sont revenus sur Rempart Serpent, mais ce n'est pas la vingtaine qu'on avait avant. Voilà, et puis récemment, on a eu un cyclone qui a créé un nouveau bouleversement. On avait sur Rempart Serpent, jusqu'en 2021, on avait pratiquement plus d'une centaine de rascasses volantes. Aujourd'hui, si on arrive à en compter 15, c'est beaucoup. En fait, c'est un cyclone qui s'appelait Bilal qui est passé. Il y a eu des inondations qui étaient énormes sur l'île, des débordements de rivières avec de la boue qui est arrivée en mer, précisément à cet endroit-là. Rempart Serpent s'est retrouvé sous une couche de boue pendant 1 mois et demi. Nous, on a refusé de plonger dessus. En attendant que la mer vraiment se nettoie, c'était implongeable, c'était devenu invivable. On avait vraiment l'impression que le site ne reprendrait jamais. Et puis, contre toute attente, le site, il a repris. Mais les rascasses n'ont pas repris aussi facilement. Ok. Voilà. Mais ouais, donc c'est pas la première fois que tu as des bouleversements. Voilà, donc bien souvent, lui à la météo, donc là, cyclone, El Niño, on ne peut rien y faire malheureusement. Ok. On a parlé un peu aussi des conditions. Tu as dit que des fois il y avait du vent, des fois c'était un peu compliqué. Les conditions typiques ici, c'est quoi? Ça reste plongeable toute l'année? C'est de l'eau chaude, de l'eau froide, des courants, pas de courant? C'est plongeable toute l'année. Pour les Européens, ça reste toujours de l'eau chaude. Pour nous, c'est plus compliqué. En hiver, en général, l'eau, elle descend à 23 degrés. Ça, c'est la normalité. Alors, on a eu le contraire de El Niño il y a quelques années, en 2022. On a eu la Niña. Donc, on a eu la température de l'eau qui est tombée à 21 degrés, voire à 20 degrés sur Flic en Flax. Ça ne nous était jamais arrivé. Ça, par contre, ça a fait du bien. Ça a fait du bien à la vie marine. Bon, voilà. Et au niveau visibilité, etc., généralement, ça reste accessible? Au niveau visibilité, ça reste très accessible. Alors, on a notre problème sur Flic en Flax, c'est les saisons des pluies. Ouais. Alors, en général, au mois de novembre et au mois de février. Alors, sachant que le mois de février, c'est plus une saison des pluies qui est liée à l'activité cyclonique. Les pluies vont faire un débordement des rivières. Et les rivières vont emmener de l'eau sale en mer. Et il se trouve que du côté falaise, on a 2 rivières. Et que du côté sud, avec la rivière de Tamarin et puis une qui descend entre les hôtels, on a encore 2 rivières. Et Flic en Flac est une zone qui est prise entre les 2 rivières du sud et les 2 rivières du nord. Et comme nos courants sont des courants qui sont soit descendants, soit montants, Ouais, quoi qu'il arrive. dès le moment où les rivières débordent, c'est tout de suite la très mauvaise visibilité sur Flic en Flac. Et ça, ces mois-là sont des mois qui sont particulièrement compliqués. Ok, donc tu Voilà, recommanderais en quelle termes de- période pour venir? Pour la visibilité, En général, si on doit choisir, on a 3 semaines de vacances à poser dans l'année, on veut venir à l'île Maurice, il vaut mieux les poser quand? à un moment où il y a moins de monde et un moment où la visibilité est belle. Donc, dans ce cas-là, je choisirais plutôt le mois de mai, Ok. où la température de l'eau est en train de se rapprocher vers la température d'hiver, mais on est en train de passer de l'été à l'hiver. Et en fait, là, l'eau devient vraiment très très claire. Il y a moins de monde au niveau de l'activité touristique. Donc j'imagine qu'en même temps, les billets sont moins chers dans cette période-là. Alors après, la visibilité est super belle au mois de juillet, août et septembre. Mais par contre, c'est une activité touristique pleine. Là, à ce moment-là, les billets sont chers. Ouais. Mais voilà, c'est également intéressant de plonger quand la visibilité elle est bonne. Et après, autre moment qui correspond un peu donc, à une saison morte, oui, je dirais mai et septembre. Ouais, septembre, octobre. Ok. C'est le moment où l'activité n'est pas encore très haute et où la visibilité est encore bonne avant que ça repasse à l'été. Ok, bon, ça c'est les meilleurs choix, mais ça reste accessible toute l'année.
Ça reste évidemment. accessible toute l'année. Alors la partie la plus sensible, c'est la saison cyclonique, hein. Ouais. C'est entre janvier et mars. Là, il y a quand même des risques que une partie des vacances soit bousillée par un cyclone pendant au moins 5 jours. Le cyclone, il va passer en 24 heures sur l'île, mais il y a l'avant et il y a l'après du cyclone. Et pendant 5 jours, la météo est pas belle. OK. On a aussi parlé un petit peu tout à l'heure, tu disais, tu peux faire des baptêmes, il y a des plongées profondes. Donc c'est aussi une région qui est accessible à tout type de plongeur, que tu sois débutant ou expérimenté, tu trouveras ton bonheur ici, quoi. Tout à fait. Ça, c'est important de le mentionner parce qu'il y a plein d'endroits du monde Ouais, qui soit, bon, des fois peuvent être lassants pour les expérimentés, qui ne sont pas forcément dans l'exploration et qui attendent toujours l'exceptionnel, ou pour des débutants qui n'ont pas des sites accessibles. Là, vraiment, chacun peut trouver son bonheur et c'est assez intéressant. Je te propose qu'avant de passer à la dernière partie et la présentation d'Abyss, on fasse un dernier petit jeu. Ça s'appelle le dilemme du plongeur. C'est un peu le pendant du vrai-faux. Là, c'est je te propose deux situations et tu me dis laquelle tu préfères, tout simplement. Première question, est-ce que tu préfères pardon, un plongeur qui commence à paniquer en profondeur ou un groupe entier qui est mal préparé lors d'une mise à l'eau difficile? Mais une plongée classique, très peu profonde. je préfère le plongeur qui commence à paniquer en profondeur. OK, pourquoi? Bah, il est plus facile à gérer qu'un groupe, là. OK, bonne réponse. Est-ce que tu préfères voir un gros requin passer une seule seconde, vraiment un éclair de beauté, ou alors observer un poisson commun mais dans une scène, tu as vraiment le temps de l'observer, tu le vois un petit peu faire sa vie, en prenant le temps? Je crois que je préfère voir passer le gros requin. Parce que là, ça fait vraiment partie de l'inhabituel. Le poisson avec lequel je vais pouvoir passer du temps, c'est tous les jours. C'est vrai. C'est-à-dire que quand il n'y a pas le gros requin, je peux effectivement m'attarder sur ce poisson-là. Le requin étant la chose exceptionnelle qui va venir rajouter du piment sur la plongée. C'est vrai, mais généralement ça marque. Enfin, il y a beaucoup de grosses rencontres pélagiques comme ça qui durent quelques secondes et Mais qui sont intenses. ouais, elles sont intenses. Tu les vois en slow motion, même dans ta tête, tu as l'impression que ça a duré 10 heures alors que il est juste passé, quoi. OK, est-ce que tu préfères, partir sur une plongée profonde avec un ordi en panne, pendant la descente, tu te rends compte qu'il est en panne, ou partir toujours sur une plongée profonde avec un mano en panne? Alors, je préfère partir sur une plongée profonde avec un mano en panne. Est-ce que tu connais un peu ta consommation, Je connais ma consommation par cœur. Voilà. Et après, alors dans tous les cas, je peux faire le choix de modifier ma plongée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand je fais des plongées profondes, j'installe toujours une bouteille de sécurité au palier. Ouais, Donc, je sais que quand je vais remonter, je vais avoir une bouteille de sécurité avec un double détendeur et avec un manomètre qui vont être là et qui vont m'attendre. Donc, maintenant, toute plongée profonde ne se fait pas comme ça, sans préparation. C'est-à-dire qu'avant de partir, on sait déjà la profondeur qu'on va taper, on sait déjà la durée de plongée qu'on va faire, on sait déjà notre quantité de palier, on sait même le niveau du palier le plus profond qu'on a décidé de faire. Donc, il y a et bien sûr notre réserve d'air. N'ayant pas de manomètre de plongée, ça limite la visibilité sur la réserve d'air, on est d'accord? Mais enfin, moi personnellement, à mon niveau, comme je disais, j'ai 19 000 plongées, donc ma consommation, je sais exactement combien de temps je peux passer avec une bouteille à une certaine profondeur. Sachant que je n'aurai pas de mano, il y a 2 choix que je peux faire, soit décider de ne pas plonger, soit décider d'y aller quand même, mais de diminuer ouais. ma durée de plongée et ma quantité de paliers pour rester dans le sens de la sécurité, sachant que j'aurai de toutes les façons ma bouteille de sécurité qui m'attendra. OK, très clair. Dilemme suivant, donc là, tu pars toujours dans une plongée profonde, parce que je sais que tu aimes ça, mais là, tu emmènes des gens. Est-ce que tu préfères un plongeur qui a plein de certifications sur le papier, donc c'est vraiment un plongeur chevronné, mais dès qu'il arrive au centre, tu sens qu'il en fait qu'à sa tête et il veut plonger à sa manière? Ou alors un plongeur qui, sur le papier, est un peu moins expérimenté, c'est une de ses premières expériences profondes, mais par contre, il est très à l'écoute et il veut vraiment faire les choses carrées, comme tu lui enseignes? Je préfère le deuxième, sous réserve que, il est peu expérimenté, mais il a quand même la qualification requise pour aller à cette profondeur-là. Donc bien entendu, j'emmènerai pas quelqu'un qui n'a pas la qualification. Je préfère cette personne-là parce que au prime abord, elle est plus honnête et il y a moins de surprises, désagréables, en fait, avec ce genre de public-là. Ça m'arrive, en fait, d'avoir des plongeurs qui pourraient avoir des problèmes sous l'eau et qui, par orgueil, ne veulent pas annoncer le problème. Et en fait, quand le problème, il arrive et ben, c'est tout de suite compliqué à gérer parce qu'en fait, un problème qui arrive en plongée, c'est jamais un seul problème, c'est une succession d'événements qui ont provoqué ce problème-là et si cette personne arrive vraiment à les dissimuler, à mon insu, parce que je suis quand même quelqu'un qui observe beaucoup et ben, c'est clair qu'une panique peut plus facilement arriver sur quelqu'un qui a essayé de se la jouer,
trop forte que la personne qui a eu l'humilité de dire: «Ben, moi, j'ai peur, en fait. Ouais. Je veux bien aller faire la plongée, mais j'ai peur». Ben, je suis, beaucoup plus, rassuré d'avoir cette personne-là que d'avoir celui, qui prétend tout savoir et tout faire. C'est clair et ça fait un écho au message que tu as dit tout à l'heure, mettre un peu son ego de côté, rester humble face à la mer et C'est ça. cetera. Même si tu es, très expérimenté, toujours venir humblement et être prêt à écouter et à réapprendre et à s'adapter. Très clair pour ça. Ensuite, est-ce que tu préfères une plongée qui est totalement imprévisible, limite incontrôlable dans le bleu parce que j'en sais rien, il y a du courant par exemple, mais il se passe plein de choses? Ou alors, typiquement dans une passe où il y a vraiment beaucoup de courant, ou alors une plongée qui est parfaitement maîtrisée, mais où il y a moins de surprises? Ah, c'est difficile de répondre à celle-là. Ouais. Hem, non, je dirais que je préfère quand même la plongée maîtrisée, heu, parce que j'aime bien être dans la maîtrise. Ouais. C'est peut-être une qualité, mais c'est peut-être aussi un défaut Mmh. chez moi. J'aime bien pouvoir tout contrôler au niveau de la plongée. C'est un petit peu ce qui fait ma force parce que, ben, comme j'ai mentionné tout à l'heure, j'essaye d'avancer avec beaucoup d'humilité, mais bon voilà, en dehors de toute prétention, je me suis jamais, j'aime pas me mettre au devant de la scène. Mmh. Mais s'il y a une chose, un endroit où je peux dire que je suis bon aujourd'hui sur terre, c'est en plongée. Voilà, c'est sans vouloir être prétentieux. Je sais que je fais bien ce que je suis en train de faire et je sais que je suis bon dans l'urgence. C'est-à-dire que si je me retrouvais dans l'autre situation, totalement imprévue, et ben, je sais que j'arriverai à gérer le groupe et que au final, tout le monde sera content et que moi, je serai content parce que tout le monde a été content. Mais on sera quand même passé dans quelque chose d'imprévu, de difficile, de peut-être dangereux parce que c'était imprévu. On s'en sera sorti parce que j'aurais été bon, on va dire, sur cette situation-là, à pouvoir gérer tout le groupe et ça fera certainement ma fierté. Derrière, quand je vais remonter, je serai content de moi. Les plongeurs vont me le faire ressentir, mais j'ai pas envie d'avoir ce genre de situation-là tout le temps. Je, préfère rester du côté de la maîtrise. OK, mais moi, c'est vraiment un truc que j'aime bien chez toi et qu'on ressent très vite, c'est que tu as aucun problème à te lancer dans des choses qui vont être engagées ou quoi que ce soit, mais toujours, ce sera jamais au détriment de la sécurité ou du freestyle. C'est OK, il faut aller, faire des choses qui sont peut-être un peu plus engagées que ce qu'on a l'habitude de faire. On va le faire, on peut le faire tant qu'on est, encore une fois, dans la limite de ses prérogatives et cetera, mais ce sera toujours bien cadré et tous les éléments qui peuvent être parasites ou complexifiés, on les prend en compte et si c'est trop complexe, ben, on le remet à plus tard et ça, c'est vraiment un truc qui est rare aujourd'hui et qui fait écho à plein de choses. Comme tu l'as dit, il y a des gens qui par ego, même des instructeurs, qui parce qu'ils ont prévu un truc ou parce que, leur ego peut titiller les gens, peuvent mettre des gens aussi en difficulté, juste, avec ces problèmes, quoi. Alors je vais rebondir là-dessus encore une dernière fois. Ça m'est déjà arrivé d'arriver sur des sites de plongée, de me rendre compte que les conditions étaient difficiles. Ça ne m'a jamais fait peur de plonger dans des conditions difficiles et même, je trouve ça dans certains cas, un peu excitant et intéressant et du coup, ça ne me dérange pas de plonger dans des conditions difficiles. Si demain on me propose d'aller plonger dans la passe de Rangiroa avec plein de courants pour aller voir, 700 requins, dans la nuit, et ben, je le ferai, sans aucun problème, sans hésiter parce que ça sera un truc exceptionnel. Mais en plongeant sur un site où les conditions étaient difficiles, ça m'est déjà arrivé, moi, de dire aux plongeurs sur le bateau: «Écoutez, on avait prévu la cathédrale aujourd'hui, on change de site parce que là, aujourd'hui, c'est trop dangereux» et donc c'est ça que j'appelle rester du côté de la maîtrise, c'est-à-dire que moi, je n'hésite pas au dernier moment à annuler cette plongée qui était prévue. Je ne vais pas m'entêter à aller vraiment sur quelque chose que je sais être dangereux. OK, Voilà. trop bien. Dernière petite question, mais on tourne un peu autour des mêmes thématiques. Est-ce que tu préfères une plongée que toi, tu sais exceptionnelle, mais que les gens vont pas forcément comprendre? Parce que peut-être qu'on voit un poisson qui est très rare, mais qui paraît anodin. Ou alors une plongée qui, toi, te paraît anodine, mais qui va émerveiller les gens que tu emmènes? Alors c'est par rapport aux gens. Hem Non, je crois que je préférerais la plongée où il y a quelque chose d'exceptionnel et que les gens ignorent parce que j'ai la capacité à montrer aux gens les choses exceptionnelles et en général, j'en parle dans les briefings et puis je leur montre bien sous l'eau. Je préfère les choses un petit peu exceptionnelles. J'aime bien quand ça sort, un peu de l'ordinaire et que j'arrive à dire aux gens: «Ben voilà, aujourd'hui, vous avez fait une plongée, que vous ne ferez pas 2 fois dans vos vies». Trop bien et je rebondis sur le côté briefing que tu viens, d'aborder. C'est vrai que ça moi, j'ai adoré les briefings ici parce que ça s'arrête pas, en général, quand tu vas dans beaucoup d'endroits du monde, on te fait juste un briefing de sécurité. Tu fais ci, on va se mettre à l'eau comme ça.
c'est bien, mais ça manque de quelque chose. Toi, tu prends le temps de nous expliquer en détail le site, ce qu'on va trouver, ce qu'on va voir. On ouvre les livres avant la plongée. On n'attend pas d'avoir vu 4 poissons et de ne pas avoir compris pour les découvrir. On fait ce travail en amont et du coup, une fois qu'on arrive sur le site, en fait, tout paraît beaucoup plus logique, plus simple. On met tout en perspective parce qu'on a compris, on l'a travaillé avant et preuve du coup, je pense, de la qualité de ton travail, de ce que tu proposes avec ton équipe ici. Est-ce qu'on peut donc parler un peu plus longuement d'Abyss, de ce que tu fais, de ce que tu proposes? Tu m'as déjà parlé un peu de son histoire, que ça date, 1996 si je dis pas de bêtises et si j'ai bien retenu. Est-ce Oui. que tu peux nous présenter, cette structure un peu plus largement? Alors, donc comme j'ai dit tout à l'heure, le centre est vraiment à taille humaine. J'ai un bateau qui peut prendre un maximum de 12 personnes à bord. Donc, si on enlève, les personnes qui travaillent au club, aujourd'hui, ben, il y a moi et il y a le skipper Alain. Ça me permet d'avoir 10 clients à bord du bateau. Donc, lorsque j'ai ouvert la structure, au départ, je n'avais que 5 équipements de plongée. Toujours le même bateau, mais voilà, je pouvais accueillir que 5 plongeurs qui étaient non équipés. Bon, ce qui ne m'empêchait pas, moi, d'accueillir des plongeurs qui étaient déjà équipés. J'avais le nombre de bouteilles qui me permettait d'en prendre 10 à bord du bateau, mais je j'avais pas d'équipement pour tout le monde. Donc c'est au fur et à mesure que la structure, elle a grandi, elle a gonflé et aujourd'hui, ben, je peux arriver à équiper les 10 plongeurs, si c'était nécessaire. Donc la structure maintenant, ben, étant juxtaposée à la maison de mes parents, elle est effectivement très familiale. Du temps où mon père y était là, il intervenait, souvent, même quand moi je faisais mes briefings de plongée, c'était presque assez insupportable de temps en temps. Donc il avait toujours son mot à dire sur un truc, il avait besoin d'être là. Donc ça c'était assez drôle. Heu Ma mère aujourd'hui, elle intervient beaucoup, sur essayer d'organiser un petit truc sur l'après-plongée. Donc des fois elle arrive avec des espèces de petits plateaux repas qu'elle a préparés, des petits gâteaux apéros, des trucs comme ça. Donc ce qui fait que cette ambiance familiale, les gens s'y sentent vraiment chez eux. Il y a même des plongeurs qui me demandent assez régulièrement: «Bah, est-ce qu'on peut emmener un apéro? Parce que voilà, on a plongé, pendant une semaine avec toi et puis on aimerait payer notre coup à boire avant de partir». Donc voilà, il y a un petit peu toutes ces choses-là qui se passent ici. Donc maintenant, sur la structure du centre de plongée, là où on se trouve, c'est l'endroit où j'accueille en général, les gens. Une fois que les gens sont arrivés, et ben, je leur présente un tout petit peu le centre de plongée. Donc on a les équipements de plongée qui sont là, on a un local où ils arrivent à garder, leurs affaires, leurs effets personnels pendant le moment de la plongée. On a une, salle de cours qui est, à l'étage et on a, ici, toilettes, salle de bain avec une fontaine à eau derrière. Donc en général, quand les gens ils arrivent, ben, je leur présente les locaux, je leur explique un petit peu comment se sentir à l'aise ici. Je fais des briefings, là, avec le tableau blanc, tranquillement, où je dessine régulièrement, les sites de plongée et j'explique, un petit peu comment on va se déplacer, ce qu'on va voir. Effectivement, dans la majorité des briefings, j'essaye de montrer aux gens les poissons qu'ils vont voir dans des livres, parce que c'est plus facile, une fois que je leur montre sous l'eau, la plongée devient tout de suite plus lumineuse pour eux. Donc voilà et puis en termes de rapport, je dirais qualité-prix, là où j'essaye d'être très différent de ce qui se fait, chez mes concurrents, c'est que j'essaye de vendre des plongées de 1 heure et des plongées de 1 heure, c'est pas que pour les plongeurs qualifiés. C'est-à-dire que je le fais aussi pour les baptêmes de plongée. Quand il y a quelqu'un qui vient faire un baptême de plongée, c'est 1 heure de baptême. Donc Ça change. ça change beaucoup parce que moi ayant déjà bossé, en Europe, ben, notamment en centre CPA, quand on nous donne, 8 baptêmes à faire, et qu'on a le droit d'en prendre que un à chaque fois, et ben, c'était des baptêmes de 8 minutes. Donc quand en Europe, on voit qu'il y a des gens qui font des baptêmes de 8 minutes et puis qui débarquent ici, ils font des baptêmes de 1 heure, Ah, ça change ben, la vie, hein. Ouais. ça change vraiment beaucoup. Donc je joue beaucoup sur la durée de plongée, et après, ben, j'essaye de jouer sur la variété des sites de plongée, donc ça, c'est ce qui fait ma force aussi. C'est aussi ce qui fait une partie de ma faiblesse parce que bien souvent, on perd du temps sur les briefings le matin à juste se demander où est-ce qu'on va partir plonger. Parce que je suis encore en train de demander à tout le monde: «Ben, tu fait quoi la dernière fois? T'as fait quoi la dernière fois?» pour essayer d'arriver à trouver encore quelque chose d'inédit qui puisse faire plaisir à tout le monde et qui, ne force pas à quelqu'un de replonger 2 fois sur le même site, autant que possible. Mmh. Mais tu dis que ça fait peut-être ta faiblesse, mais en même temps, on se sent bien au centre et ça
c'est pas dérangeant de passer la journée ici parce qu'on a vraiment on se sent bien, c'est agréable. Dans certains centres de plongée, comme tu disais, c'est l'usine, on monte sur le bateau, on gère même pas notre matos, on va dans l'eau, on nous reprend et on est déposé. Ici, au final, c'est comme si c'était normal de passer la journée ici. Comme tu l'as dit, on réfléchit un peu ensemble, on discute et tu dis que ça fait ta faiblesse. Pour moi, je pense que c'est une force au contraire et ça renforce l'expérience, d'autant plus, je pense. Ouais, bon, on va dire que ça n'améliore pas ma ponctualité. C'est une chose. Voilà, Le quart d'heure mauricien. c'est ça. Et au niveau certification, aujourd'hui, tu peux proposer quoi et tu acceptes qui? Comment ça fonctionne? Alors, pendant longtemps, j'ai fait du PADI et du SSI et j'ai arrêté. J'ai arrêté depuis le décès de mon père, en fait, parce que ces 2 systèmes, ils ne correspondaient pas du tout à ma façon de plonger et à ma philosophie. Donc, j'ai juste arrêté de les payer, donc je suis passé en statut inactif chez eux. Donc le PADI et le SSI ne sont plus disponibles en termes de formation ici. Je suis toujours moniteur dans ces 2 organismes, mais considéré comme inactif par eux. Donc je fais que des formations CMAS, par l'intermédiaire de la Fédération mauricienne de plongée qui est localement, donc affiliée à la CMAS. Donc on passe par la MSDA, donc ce t-shirt que je porte là et donc la MSDA, me permet de faire, ben, tout type de niveau puisque avec les qualifications que j'ai, je peux former jusqu'à des moniteurs. Donc je fais tout. Je fais tout, je fais du niveau 1, du niveau 2, du niveau 3, du niveau 4, des formations de moniteur, des baptêmes de plongée. Alors je suis moniteur nitrox, mais je ne fais pas encore du nitrox parce que j'en avais pas jusque maintenant. Là, on a acheté un mixeur, un stick en fait, qui nous permet de mélanger le gaz et qui nous permet de faire du nitrox. Ça se met en place tout doucement parce que les équipements sont un petit peu plus chers et bientôt, je pense que d'ici un mois, ça sera accessible. Voilà, j'ai le projet d'acheter, plusieurs bouteilles d'oxygène. C'est tout ce qui manque en fait pour arriver à lancer le produit et donc bientôt, il y aura des formations Nitrox qui seront également accessibles, via mes qualifications Nitrox. Voilà, OK, donc vraiment une offre très variée oui. et on a parlé un petit peu avant, ce qui te différencie aussi, c'est le côté sécurité où il y a aucun débat là-dessus, tout est vraiment clair et cadré du début à la fin. Alors oui, pour revenir un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure où il y avait, cette plongée où si jamais je décidais de partir avec un manomètre, qui ne fonctionne pas sur une plongée, j'ai donné 2 réponses, mais en fait, dans les 2 réponses que j'ai données, c'était vraiment pour répondre à la question. Cette situation-là ne peut pas arriver parce que si jamais sur le bateau, j'ai un manomètre qui ne fonctionne pas, on a toujours sur le bateau au moins 2 détendeurs de secours. Pas un, mais 2. Donc, on aura toujours un détendeur avec un manomètre qui fonctionne et il suffira juste de le changer pour arriver à basculer sur une plongée qui se passe correctement. On est également un des seuls à l'île Maurice, si c'est pas le seul centre de plongée, à sortir avec 2 bouteilles d'oxygène sur le bateau. Donc j'en ai une qui est immergeable, qui peut aller sous l'eau et j'en ai une qui est non immergeable, donc ce sont 2 bouteilles de 7 litres. Une suffirait et c'est ce que font la majorité des centres de plongée. On a besoin d'oxygène sur un bateau uniquement pour donner un support d'oxygène à un accidenté pendant le trajet retour. Sachant qu'il y a encore une réserve d'oxygène qui nous attend au centre de plongée avec des plus grosses bouteilles qui sont là. Donc moi j'ai 3 grosses bouteilles d'oxygène qui nous attendent ici, au niveau du centre de plongée et 2 petites qu'on emmène, à bord du bateau. Ce qui également est, ouais, une des choses que j'ai décidé de mettre en place pour la sécurité. Pareil pour le matériel à oxygène, on a à l'intérieur de notre grosse boîte noire ce qu'on appelle le BAVU, donc ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle, qui permet d'insuffler en fait de l'oxygène ou de l'air dans les poumons d'une victime inconsciente. Et ben, ce BAVU, je l'ai en double. C'est-à-dire que si demain je suis obligé de l'utiliser et qu'il y a un problème sur la manipulation et qu'on casse le BAVU, je ne vais pas attendre un mois et demi avant d'en avoir commandé un et qu'il arrive. J'en ai déjà un deuxième. C'est-à-dire que ça nous attend déjà ici. Donc ces choses-là, j'y ai vraiment mis un point d'honneur. Tu sais, il y a eu vraiment un moment où mon centre de plongée, il était pas aussi beau que ce qu'il est aujourd'hui. Donc les gens, ils rentraient, ils se disaient: «Ouais, son centre, c'est un peu dans le jardin, c'est un peu bizarre et cetera». Mais au final, ben, ils ont tout de suite senti Ouais. assez rapidement l'atmosphère de sécurité qui était mise en place parce que celui-là, il a toujours été présent et je n'ai jamais dérogé à ces règles-là. Donc Mais c'est vrai que moi, ce matin, en arrivant, enfin, c'est le premier vrai contact qu'on a eu, je l'ai direct remarqué, c'était dans la bonne ambiance, mais c'est hyper direct, sécuritaire et cadré. On regarde les niveaux, on regarde les licences, enfin bref, on fait vraiment tout le panel,
obligatoire et la paperasse et après, encore une fois, on refait les briefings, on refait le truc. Donc vraiment toute la journée, c'est dans la bonne humeur et en même temps, c'est toujours cadré, sécuritaire et moi j'aime beaucoup, quand ça se passe comme ça. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais je vous ai posé des questions parce que vous n'aviez pas rempli les papiers chez moi. Ouais. Il n'y a aucun centre de plongée qui fait ça. C'est-à-dire que les autres, quand ils reçoivent des plongeurs avec une licence, avec une carte qui a été remplie ailleurs, dans un autre centre de plongée, bah, c'est vrai que tout ce qui était écrit sur le formulaire, il est resté au centre de plongée où ils l'ont rempli. Ouais. Donc, quand ils arrivent chez une autre personne, bah, la majorité des gens, ils regardent la carte, ils disent: «Ah, bah, c'est bon, vous avez la carte, très bien, vous pouvez plonger». Moi, derrière cette carte-là, je vais quand même poser des questions derrière parce que ça me gêne en fait de ne pas avoir vu ce qui était écrit Mmh. sur le formulaire et je pense que c'est comme ça que tout le monde devrait réagir. Donc c'est un peu triste pour, «les autres» entre guillemets, mais moi, c'est ma façon de faire. Ouais et je pense que c'est, celle qui, comme tu l'as dit, devrait primer un peu partout. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter maintenant une journée type? Comment ça se passe ici? Combien de plongées? Comment ça s'organise? Alors on fait, 2 plongées, par jour. La journée type, c'est en général, ben, moi, j'arrive ici, le matin, à peine 15 minutes avant l'heure de rendez-vous, des plongeurs. Ce qui me permet de regonfler, de surgonfler, en fait, les bouteilles de plongée. Donc en fait, une bouteille de plongée, avec l'abaissement de température pendant la nuit, elle perd en pression. Donc ce qui fait que des bouteilles qui ont été gonflées à 220 bars la veille et ben, elles sont plus à 220 bars, elles sont à 200 bars ou voire à 190. Donc le matin quand j'arrive, j'essaye de gonfler ces bouteilles-là. Donc si je ne suis pas là et ben, c'est des fois quelqu'un d'autre qui le fait. Donc il y a eu un moment où j'avais des employés qui le faisaient. Il se trouve que j'ai un employé qui a démissionné en 2017, donc il y avait plus personne et là ça fait, non pas en 2017 pardon, 2021. Et là ça fait 4 ans que je bosse tout seul et j'ai, quelques copains, des les moniteurs de plongée qui sont bénévoles, donc que vous avez rencontrés aujourd'hui d'ailleurs, qui viennent me donner un coup de main et donc qui sont sur la liste, des autorisés, Mmh. à utiliser le compresseur. On a une liste en fait en bonne et due forme. Et donc ces personnes-là, ben, bien souvent, ils arrivent, ben, ici avant moi, pour des raisons bêtes, hein. J'ai des enfants que j'emmène à l'école, donc des fois, je suis pris dans la circulation et j'arrive au boulot avec 5 minutes de retard et je suis content qu'il y ait eu un copain qui était là, en train de me gonfler les bouteilles à ma place, quoi. Et ça fait toujours écho à l'ambiance familiale où c'est C'est pas ça, il y a toujours quelqu'un pour tendre la main et aider. c'est ça. Là. Donc ensuite, ben, une fois qu'on a fait ce surgonflage de bouteilles, ben, on accueille les clients. Il y a le remplissage des documents, vérification des brevets des personnes. Tout de suite après, donc cette partie d'accueil, c'est moi qui l'a fait. Tout de suite après ça, les clients, ils vont, à l'essayage des équipements. Donc ça, ils le font avec le skipper, donc avec Alain. Alain, se charge en fait de leur donner, les combinaisons et les palmes et les masques à la bonne taille et leur donne des conseils d'utilisation. Donc, ils vont essayer les équipements, voir ce qui va, ce qui ne va pas et quand ils seront entièrement équipés, à ce moment-là, on passe au briefing, sur, le tableau où là, je vais expliquer, la plongée, où je vais créer des palanquets. Je vais dire qui plonge avec qui et là, même sur un bateau qui serait plein et ben, je m'arrange toujours à ce qu'il y ait quelqu'un, justement, un de ses copains bénévoles qui soit là pour donner un petit coup de main, pour casser les palanquets parce que, ça me dérangerait, en fait, de faire un groupe de plongeurs, de 10 plongeurs qui plongent ensemble. Je trouve que ça fait trop. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir un groupe de 5 d'un côté, puis un groupe de 5 de l'autre et là, c'est beaucoup plus sympa. Donc une fois que ce briefing il est effectué et qu'on a défini les palanquets, ben, là, on descend à la plage. On transfère donc tout le matériel du pick-up au bateau et on s'en va sur le site de plongée et là, effectivement, ça peut arriver dans certaines situations que je décide de changer d'avis en mer parce que j'ai jugé que les conditions météo ne permettaient pas d'aller sur le site de plongée en question. Mais sinon, on se tient au planning, on arrive sur le site, les palanquets sont rappelés, les dernières consignes de sécurité sont rappelées, dont notamment sur les consignes de sécurité qui reviennent régulièrement, c'est la durée de plongée, la quantité de paliers que nous allons faire, et également une consigne qui est importante, c'est de demander aux plongeurs de ne jamais dépasser leur encadrant. Donc, que ce soit à la descente ou à la remontée, donc pour des raisons de sécurité. Donc les informations qui sont liées, à la réserve d'air sont également mentionnées et ensuite la plongée est effectuée donc alors là sous l'eau, bah, moi j'ai à la charge, les personnes qui sont avec moi et puis, ben, les autres sont soit autonomes, soit sont encadrés par des encadrants à qui j'ai demandé, un coup de main et bah, les plongeurs qui sont avec moi, je vais essayer de leur montrer, ben, un maximum de choses sous l'eau. Ça, c'est évident.
Je vais essayer de me tenir à ce qu'on a fait sur le briefing parce que, bien souvent, je mentionne des choses qui sont pas forcément, toujours visibles. Par exemple, cet après-midi, je vous ai dit qu'on voyait peut-être de temps en temps des tortues sur le haut de la cathédrale. Coup de chance, on a vu une tortue sur le haut de la cathédrale aujourd'hui, mais ça aurait pu ne pas arriver. Donc voilà. Et puis pendant cette plongée et ben, si jamais, un plongeur a un souci et ben là, ça fait vraiment partie de ma compétence que d'essayer de régler ce problème. Donc des fois, les problèmes, c'est juste un problème d'air ou une crampe ou, des choses comme ça, où c'est assez facile à gérer. Il y a, d'autres problèmes qui sont plus compliqués par, exemple, un plongeur qui pourrait paniquer parce que ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Donc là, c'est plus dur à gérer. Il y a aussi les consignes exceptionnelles que je donne pour des conditions exceptionnelles, quand la météo n'est pas bonne, la visibilité n'est pas bonne notamment. Je mets en place une procédure de plongeur perdu, donc qui est annoncée, à tous les plongeurs avant de partir sur le bateau. Comme ça, il y a pas du tout d'ambiguïté sur le fait de qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un plongeur qui a perdu son groupe ou sa palanquée. Et donc ensuite le retour et ben, c'est l'inverse, on va recharger le 4x4, on va arriver ici, on va rincer les équipements. Donc là, on essaie de sensibiliser un petit peu les plongeurs, donc toujours dans l'esprit ambiance familiale. Tout le monde rince son équipement. Il y a pas quelqu'un qui est là qui va rincer l'équipement de tout le monde, comme ça se fait bien souvent dans les gros hôtels. Nous ici, c'est chacun fait son truc. Donc, on a 2 bacs de rinçage qui permettent d'isoler en fait, les parties buccales donc, qui vont sur le visage de tout le reste. Voilà, parce que des fois, ça peut arriver qu'il y ait quelqu'un qui urine à l'intérieur de sa combinaison, malheureusement. Et j'ai pas non plus envie que les détendeurs et les masques se retrouvent dans le même bac où, il y aurait, ce genre de choses-là. Donc il y a vraiment 2 bacs, distincts qui sont séparés. Et tu as parlé aussi de l'autonomie de chacun. Moi, un truc qui m'a aussi frappé, c'est que personne n'est égoïste. Tout le monde, quand on décharge le pick-up, tout le monde prend les affaires sans savoir si c'est à lui, les bouteilles, et Tout à cetera, fait. et chacun s'entraide et ça, c'est beau et c'est comme tu l'as dit, on le voit assez rarement. On a l'habitude d'avoir le service, premium où on te fait ta bouteille et on te met dans l'eau. Là, c'est vraiment l'ambiance où chacun joue le jeu et ça contribue aussi à l'ambiance du centre, quoi. Ouais. Donc voilà. Et donc une fois que cette chose-là est terminée, ben, il y a alors de temps en temps, il y a un débriefing avec les plongeurs, notamment quand on fait de la technique. Par exemple, si je suis en formation, il y a un débriefing avec les plongeurs. Sinon, le débriefing, il se fait souvent sur le bateau, hein. Quand on retourne: «Ouais, tu as vu ce poisson-là, il était bien, il était sympa et tout». Et donc quand on arrive ici, ben, il y a le remplissage des carnets, signature, tampon. Après, ceux qui ont envie de rester pour casser la croûte avec nous et ben, ça se fait de temps en temps. Hem Et ensuite, bah, il y a le regonflage des bouteilles pour la deuxième plongée tout simplement et puis on remet le couvert, pour la deuxième plongée, ce sera exactement la même chose. Alors sauf que bien souvent sur mes deuxièmes plongées, sur une journée type je dirais, on a tendance à prendre les débutants et les débuts de formation niveau 1, qu'on met souvent sur la deuxième plongée. Donc bien souvent la deuxième plongée n'est plus du tout une plongée d'exploration, ça va être vraiment un tout petit truc dans la zone de Ouais. 20 mètres, voilà. OK. Trop bien. Mais donc, si je devrais résumer le centre, c'est aussi ce qui est écrit sur le mur. Partage, professionnalisme, authenticité, passion, les Exactement, les mots d'ordre. c'est les valeurs en fait qu'on a voulu donner au centre de plongée. Voilà, donc on m'a mis ce petit truc-là, après tout ce qui me reste à faire maintenant c'est des t-shirts, hein. C'est vrai, on se posait la question tout à l'heure, J'ai des t-shirts mais de l'ancien logo où il y avait pas les valeurs. Donc ceux-là ils sont en fin de stock, il me reste que des t-shirts taille femme, j'en ai que quelques-uns qui restent, où on avait dessiné un plongeur avec les lettres Abyss. pas mal. Et donc en fait, c'était écrit Abyss, mais ça avait la forme d'un OK. plongeur, donc c'était un logo qui était assez sympa, que j'avais dessiné moi-même. Celui-là, c'est également moi qui l'ai dessiné, et il a été, informatisé par, mon cousin qui bosse un petit peu dans le milieu, infographiste. Donc on a choisi les couleurs, qui allaient avec le logo pour mettre des couleurs un peu plus jeunes que celles qu'il y avait avant. Avant, c'était que du bleu. Donc là, on a rajouté des couleurs un peu plus chaudes et on a mis des valeurs. Ces valeurs-là me tenaient à cœur, donc elles sont affichées maintenant dans le centre de plongée. Et ce qui est beau, c'est qu'elles sont non seulement affichées, mais aussi appliquées. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'entreprises partout dans le monde qui affichent des valeurs, Je mais les aurais pas affichées sinon. qui les transcendent un peu. Toi, c'est affiché et on le ressent, donc ça, c'est vraiment beau. Donc concrètement, Abyss, c'est un centre ouvert à tous, qui peut faire plein de choses, du débutant au monitorat pour de l'explo ou de la formation, qui est en constante évolution, mais toujours en gardant son ambiance familiale. Donc moi, je peux qu'inviter, les gens qui regardent et qui sont intéressés à venir plonger ici. J'ai rencontré Christophe ce matin, je vais être honnête, et j'ai passé une superbe journée. Vraiment, c'est un des centres de plongée qui m'a le plus marqué, au niveau de l'organisation, de l'ambiance, et cetera.
je peux vous assurer que vous passerez de très bons moments en toute sécurité. Et merci pour tout. Merci.